Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flag qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leur relation avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode 145 qui va suivre directement celui de la semaine dernière, mais sans que ça soit nécessaire de l'avoir écouté avant. Les deux se suivent, mais sont quand même suffisamment différents. En plus, je vais très rapidement, dans cet épisode, au tout début, résumer l'essence de l'épisode de la semaine dernière, qui parlait du tracker d'habitude, comment le mettre en place, typiquement, qu'est-ce que c'est, avant de passer au sujet de cet épisode-ci, qui va être ma propre implémentation pendant plus de 2 mois de mon tracker d'habitude, qui est là et qu'on va regarder. On va voir qu'est-ce que j'ai mis dedans, toutes les actions ou habitudes que j'ai mises dedans, comment ça s'est passé après 6 semaines d'utilisation, qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce que j'ai moins foiré, et globalement, qu'est-ce que j'ai voulu modifier ensuite quand je suis reparti sur 6 autres semaines, comme c'est le cas actuellement, et j'en suis à peu près à la moitié. Donc il y a pas mal de choses que j'ai pu tirer de cela, et je trouve ça intéressant de partager, que ça puisse te servir potentiellement d'inspiration, typiquement. Voilà, tout ça dans cet épisode, mais juste avant de me lancer dans le sujet, j'ai une annonce pas comme les autres, parce que c'est vraiment pas tous les jours que je peux dire ça. Je viens de sortir une nouvelle vidéo YouTube, mais sur une nouvelle chaîne YouTube. Incroyable. Ah oui, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube. Une chaîne secondaire, à proprement parler, si je puis dire, qui s'appelle Eric Flag Off. O-F-F. Je savais pas comment l'appeler. Il fallait trouver quelque chose. Voilà, c'est tombé là-dessus, en tout cas pour l'instant. Et j'ai sorti une nouvelle vidéo sur cette chaîne, comme je dis, sur ma prépa sportive actuelle. Donc c'est un genre de vlog. C'est plus en temps réel, c'est plus brut, c'est plus authentique. Ça ressemble aux vidéos sur ma prépa Ironman, si tu veux ça regarder, mais on est plus dans l'action, il y a un petit peu moins de fioritures, d'effets dans tous les sens, et de travail de production, où on a coupé chaque truc qui n'était pas spécialement utile. Là, j'ai envie de me permettre de créer d'une façon encore différente, et ça faisait un petit moment que j'avais ça dans la tête, et c'est pour ça que j'ai décidé de passer à l'action. Voilà, pour ceux à qui ça parlerait aussi, ou encore plus. Donc sur cette nouvelle chaîne, j'ai envie de partager ce qui me fait plaisir, mais sous un format, comme je l'ai dit, un petit peu moins produit, un peu moins travaillé, qui se retrouverait entre ma chaîne YouTube principale et ce podcast, là où sur ma chaîne principale, c'est léché, c'est produit, c'est perfectionnisé, un petit peu comme je l'ai fait ces 7 dernières années de plus en plus. Sur ce podcast, on prend le temps, on discute. Et entre deux, ça sera sur cette chaîne. Donc, mes prépas sportives, des vidéos rapides d'entraînement, des vidéos de séance, des vidéos de conseils sur l'entraînement, sur la nutrition, des retours d'expérience, des petits vlogs de temps en temps quand ça me chauffe. En tout cas, là, j'ai prévu de partager ma nouvelle prépa sportive en détail sur cette chaîne parce que je ne vais pas le faire, en gros, sur ma chaîne principale, comme je le précise d'ailleurs au début de cette nouvelle vidéo. Donc, voilà, comme je l'ai dit, dedans, tu vas pouvoir voir le début de cette nouvelle prépa, le premier mois de cette prépa dans lequel je cours beaucoup. Et oui, je donne un petit peu plus d'informations sur le nouvel objectif qui arrive assez vite maintenant. On y voit un peu mon voyage au Sri Lanka parce que j'ai dû continuer la prépa dedans. Donc il y a des images d'entraînement. Et puis voilà, les feedbacks sont très appréciés. Je te laisse les mettre sous la vidéo, sous cette nouvelle chaîne à laquelle, bien évidemment, tu peux t'abonner, hein, si tu veux. Si tu veux soutenir un YouTuber qui débute, j'ai 0 abonnés à l'heure où j'enregistre cela. Donc voilà, écoute, si ça te prend l'envie d'aller jeter un œil pour voir si ça te parle, notamment si tu aimes bien la course à pied ou si tu aimes bien les vlogs de sport. En tout cas, c'est ce qui va sortir pour l'instant. Mais je suis ouvert à toutes les autres propositions et idées qui pourraient me venir. youtube.com/ericflagoff. Si tu recherches Eric Flag Off sur YouTube, tu devrais le trouver. Je te mets aussi le lien en description de l'épisode. Voilà, tu peux t'abonner, comme j'ai dit. Et puis, sans plus tarder, on passe tout de suite à cet épisode de podcast. Et je m'en vais donc te raconter mes aventures avec mon petit tracker cartonné que j'ai là. Et avant, comme je le dis, je vais quand même juste rappeler les fondamentaux très rapidement sur l'épisode précédent et ce qu'est un tracker d'habitude très vite pour que ceux qui débarquent ne soient pas complètement perdus. Un tracker d'habitude, c'est un outil simple, efficace pour suivre et maintenir des routines quotidiennes ou hebdomadaires. En gros, c'est un calendrier quadrillé sur lequel tu écris des choses que tu as envie de faire la plupart du temps tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et tous les soirs, si tu as réussi à le faire, tu fais une petite croix. C'est tout. Tout ce qu'il y a à faire, c'est un truc où tu fais des croix. Sauf que faire des croix, c'est puissant.
Ça te permet de rester responsable vis-à-vis de toi, de ce que tu as décidé qui était important pour toi, car évidemment ce que tu choisis à mettre là-dessus, il faut que ça soit précis, mesurable, il faut que ça puisse être fait en une seule journée et que ça soit pertinent pour toi. Faut pas y mettre n'importe quoi, faut pas y mettre quelque chose juste parce que Eric Flagg il a mis en premier ceci, ne veut pas dire que tu dois mettre cela en premier non plus, même si tu peux évidemment t'inspirer. Et comme je l'ai dit, je recommande de le faire sur un format physique, papier, où on fait une grosse croix avec un stylo, plutôt que le format digital sur une application, sur Notion, sur un Google Sheet. C'est quand même encore mieux physique, ce qui te permet aussi de le mettre quelque part en tant que rappel et qui peut te motiver davantage. On avait rapidement vu les avantages, ça augmente la motivation, ça augmente la discipline, ça peut améliorer l'estime de soi et ça permet de voir vraiment de façon tangible les progrès qu'on fait tous les jours au fur et à mesure qu'on aligne les petites croix les unes après les autres. Mais bien entendu, il y a aussi des limitations, les plus grosses étant que c'est facile de commencer trop vite, trop fort, trop souvent, et que ça peut nous faire arriver devant certains échecs à la suite quand on n'arrive pas à cocher assez de cases ou suffisamment souvent. Ça peut être démotivant, ça peut être démoralisant, et ça peut nous conduire un petit peu à l'inverse du but souhaité. Et voilà, j'avais aussi donné une liste d'exemples complète dans l'épisode précédent si jamais tu veux y revenir pour te créer ton propre tracker. Comme on va le voir dès à présent avec mes propres aventures, il n'y a pas eu que des... Voilà, il y a eu des avantages. J'ai été victime des inconvénients que je viens de préciser. Alors, sur une certaine échelle, et je vais pouvoir t'expliquer un peu cela. On commence tout de suite avec ce que j'ai choisi. Donc, je vais d'abord te lister toutes les actions que j'ai choisies. Comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a 5 actions principales que je voulais mesurer tous les jours. Et il y en avait encore 2 autres bonus qui étaient juste là, sans pression, que j'ai mis en place du coup, du 21 octobre au 1er décembre 2024, lors de ma première tentative. Alors bon, je dis tentative lors de mon premier essai, parce que c'est vrai que c'était la première fois de ma vie, comme je l'ai dit, que physiquement comme ça, je me suis astreint, même si c'est pas vraiment le bon mot, à tenir un tracker d'habitude tous les jours. Et donc, première chose que j'ai mise dans mon tracker, c'est exposition au froid quotidienne. Est-ce que ça te surprend? Es-tu surpris qu'un nouvel entrepreneur sur Internet te dise « douche froide, tous les matins douche froide, sinon t'es une merde, sinon tu ne peux pas cocher ta case ». Je sais pas si t'es surpris, en tout cas en ce qui me concerne, je pense pas que ce soit une grosse surprise si t'es au courant un petit peu du contenu que je fais, parce que ça fait bien longtemps que j'en parle maintenant, de l'exposition au froid et des douches froides. Alors, pour spécifier un petit peu ce que j'entends par là, exposition au froid, globalement, ça veut dire une douche froide ou une immersion dans de l'eau froide, un bain froid, un bain glacé, tous les jours. Si je l'ai fait le jour même, et quand je dis tous les jours, c'est minimum 30 secondes, histoire quand même que ce soit pas juste un petit jet à la douche 2 secondes et qu'ensuite on valide ça, tu vois. Il faut quand même un minimum à atteindre pour que ça soit validé, mais à partir de là, c'est tout bénef. Donc soit une douche, soit un bain, j'ai surtout pris des douches, et toujours, globalement, ce que j'ai fait, c'était la première action que je faisais tous les jours, c'était tous les matins que j'ai mis ça en place, et c'est pas quelque chose que j'ai fait énormément dans ma pratique de l'exposition au froid. J'ai fait des vidéos YouTube dessus, j'ai aussi fait un podcast dessus, vers lequel je vais pouvoir te renvoyer, mais en gros, l'idée c'est, je me réveille le matin, je passe aux toilettes, et ensuite, directement, c'est sous la douche, glacial. Glacial, c'est-à-dire qu'on met le froid au maximum, on ouvre au maximum, comme ça, il n'y a pas à réfléchir, tu vois. Si tu sais que c'est au max, et ensuite au max, on réfléchit pas à, tiens, est-ce que je mets juste pas le max, est-ce que je mets un tout petit débit d'eau? Non, c'est le max, et sans réfléchir, et ça, je peux te dire, tous les matins, je me retrouve à nouveau devant le même fait, qui est, en fait, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier de me mettre sous de l'eau froide. Là, tout de suite, j'ai pas très envie, en fait. Je sais que c'est pas agréable. Alors, je sais qu'il y a d'autres avantages et je sais que j'y trouve quelque chose. Sinon, crois-moi, je le ferai pas. Et je te déconseille fortement de le faire si tu n'y trouves rien. Mais tous les matins, c'est difficile. Et c'est précisément pour cela, avec d'autres points positifs que je vais te mentionner, parce que je t'explique ce que je mets, mais également pourquoi je le mets. Eh bien, qu'est-ce que j'allais dire ?
tous les matins, eh bien, je dois me battre avec mon cerveau qui me dit « Non, Eric, t'as pas envie de faire ça, mais tu sais que c'est bien pour toi, donc il faut que tu le fasses quand même. » Et le but, c'est principalement psychologique pour moi d'utiliser l'exposition au froid, notamment sous la forme d'une douche froide. Alors, il peut y avoir des bienfaits physiologiques et même au niveau des niveaux de dopamine et tout, qui peuvent être intéressants, mais généralement c'est étudié plus pour des immersions, c'est-à-dire que tu te mets entièrement dans de l'eau froide pendant un certain temps. C'est clairement pas la même chose que de s'asperger d'eau très froide quand même, mais tu vois, c'est pas la même chose que d'être entièrement dans l'eau. Donc c'est d'autant plus dur en ce moment d'ailleurs, en hiver. En Suisse, là, chez moi, je peux te dire, l'eau elle est bien froide sous la douche. Ça dépend évidemment des saisons. Parfois je vais dans le lac. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai pas été me baigner au lac. On voulait y aller avec ma copine d'ailleurs, on l'avait fait l'année dernière et il y a 2 ans, on le faisait tous les ans. Les deux, alors moi ça m'est arrivé de le faire seul également. Mais voilà, pour revenir un tout petit peu sur mon historique au niveau de l'exposition au froid, ça fait plus de 5 ans, on et off, principalement on, mais j'ai eu des petites périodes de stop que j'essaye de pratiquer ça. Voilà, moi-même j'avais fait ma première vidéo YouTube dessus en 2019, sur la première fois que j'ai testé la méthode Wim Hof, on dira dans les grandes lignes en tout cas, vis-à-vis de l'exposition au froid. Et comme tu peux t'en douter, après 5 ans, c'est un peu plus facile, mais c'est jamais agréable. En fait, c'est facile parce que j'ai enregistré les automatismes d'y aller, de ne pas réfléchir, de me dire « Eric, arrête de réfléchir » parce que clairement, tous les matins, ça m'est même arrivé régulièrement, je vais dans la douche, je ferme la porte, et là, je passe 15-20 secondes et il se passe rien. Je sais que je vais le faire, je sais que je vais pas me permettre de sortir de la douche avant de m'être aspergé pendant ma petite minute, mais j'attends quand même. J'attends quand même, je suis en mode... Je ne sais même pas ce que j'attends. Et souvent, ça se termine toujours de la même façon, c'est... Je sais même pas à quoi je pense, mais ce que je me dis, c'est... Ferme ta gueule, vas-y, tu fais au max. Et en plus, souvent, la douche est toujours réglée sur le froid maximum, parce que j'ai 2 douches chez moi, figure-toi, et donc des fois on utilise l'autre douche, et donc celle-ci reste toujours sur le froid, et donc le matin, j'ai qu'à l'ouvrir à fond, me le mettre dessus, et là, je vise, comme j'ai dit, 30 secondes minimum, et puis ensuite, c'est à volonté, à volonté. Crois-moi que ça m'étonnerait que je reste plus souvent, plus longtemps que 1 minute 30. Je pense entre 30 secondes et 1 minute 30 tous les matins pour une approximation raisonnablement précise, étant donné que c'est quand même pas facile parce que le temps passe beaucoup plus lentement en fait quand t'es sous une douche froide. Donc voilà, comme j'ai dit, le but c'est principalement de me forcer à faire un truc inconfortable mais que je sais qui est bon pour moi. Ça augmente la discipline. Et il y a d'autres petits points bénéfiques là-dedans que je peux que remarquer. Pendant très longtemps, je me prenais ma douche froide le soir. Parce que en fait, moi, c'est le soir que je me douche. Je me douche avant d'aller me mettre au lit le matin. Je me suis jamais vraiment douché. C'est pas comme ça que mes parents m'ont appris. Ils m'ont appris à me doucher le soir et c'est tout. Et donc, je le faisais le soir. Et ensuite, je passais au chaud ou pas. En fait, souvent, je prenais juste une douche froide qui était assez longue. Et je me lavais, et puis je finissais à l'eau froide, et c'était pas agréable du tout. Pas du tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que le matin, c'est douche froide 30 secondes ou plus, mais je me lave pas. Je me lave quand même le soir, je prends une douche chaude. L'eau chaude est quand même meilleure d'un point de vue hygiénique, clairement. Et puis ça me permet de plus prendre le temps de me laver, etc. Et de vraiment séparer la douche froide le matin, parce que ça permet clairement de me réveiller. Ça permet de commencer la journée avec une petite victoire. Ça permet de savoir, après un quart d'heure que je me suis réveillé, que je vais déjà cocher ma première case ce jour-là, même si je coche toutes mes cases le soir. Et c'est un bon moyen d'apprendre aussi un petit peu, quand même, à repousser la gratification instantanée, étant donné que quand tu prends une douche froide, si tu l'as déjà essayé, eh bien c'est très désagréable au début, et dès que tu coupes l'eau, alors là, c'est là que tu prends tous les bénéfices. C'est-à-dire... t'es content de l'avoir fait, c'est-à-dire, il fait chaud finalement, tu ouvres la porte, et au lieu de crever de froid quand tu ouvres la porte après avoir pris une douche brûlante, eh bien là, il fait bien chaud, il fait bon chaud, t'es bien réveillé, tu peux te doucher et tu peux partir avec une petite fierté en plus. En tout cas, c'est c'est le cas pour moi, et c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ça. Je vais pas parler beaucoup plus des points positifs et tout ça, parce que globalement, j'avais fait un épisode de podcast il y a bientôt 4 ans maintenant, purée, c'était en 2021, l'épisode numéro 24 qui s'appelle « L'immense pouvoir de la douche froide », dans lequel j'en parle pendant 1 heure et quelques.
et qui racontait aussi mon histoire avec l'exposition au froid. Ce podcast sortait en même temps que ma deuxième grosse vidéo sur cette pratique qui aujourd'hui compte, je sais plus, plus d'un million de vues. Très content de cette vidéo, une de mes vidéos préférées, je dois dire. Donc voilà. Exposition au froid, tous les jours. Si j'ai pris ma douche froide, le soir, je fais ma petite case, je coche ma petite case, et je suis content, et je le fais pour les raisons pour lesquelles je viens de t'expliquer. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, tu ne deviendras pas riche du jour au lendemain. Si tu es entrepreneur, si tu es entrepreneur, tu ne deviendras pas riche du jour au lendemain si tu commences à prendre des douches froides tous les jours. Je suis désolé. Mais potentiellement, tu trouveras quelque chose d'autre de bénéfique pour toi quand même. L'avantage de la douche froide, c'est que sincèrement, c'est facile, c'est accessible, ça prend très peu de temps, très peu d'efforts physiques, on dira. Non, oui, d'accord, ça prend beaucoup d'efforts psychologiques et mentaux et du coup physique quelque part, mine de rien. Mais c'est un très bon petit challenge personnel à se lancer. C'est un peu ludique. Voilà, c'est un peu marrant, surtout si tu le fais avec quelqu'un d'autre. Par exemple, tu peux challenger un pote à toi à le faire en même temps. Et ça te permet de tester un tout petit peu ce dont tu es capable. Et ça permet de renforcer ta volonté sans trop t'avancer, sans prendre trop de risques, sans trop t'investir dans quelque chose. Parce que comme je l'ai dit, c'est très court à faire. C'est très simple à valider d'un point de vue le temps que ça va te prendre. Et en l'occurrence, il y a pas mal de choses à gagner par rapport au peu que tu as y mettre. Donc voilà, à toi de tester, hein, évidemment. Parce que bon, prendre des douches froides uniquement, si ton seul but, ton seul intérêt dans l'idée de prendre des douches froides, c'est de pouvoir dire aux autres que tu as pris des douches froides, là non seulement c'est un peu con par définition, mais comme la seule récompense que tu as, c'est la validation sociale de dire à tout le monde que tu prends des douches froides, eh bien on n'est qu'à un seul pas d'arrêter de prendre des douches froides et de quand même obtenir la validation en le disant à tout le monde, tu vois. Et là, quand tu commences à te mentir à toi-même et aux autres, c'est que vraiment, on est parti trop loin. Donc voilà, teste si tu veux, c'est marrant, c'est cool, moi je trouve. C'est pas un truc monstrueux, ça va pas changer dramatiquement ta vie, mais c'est un petit boost pour moi, pour les raisons que j'ai mentionnées. Donc tous les matins, j'ai pu faire cela, tu vas voir, avec pas mal de succès quand même. On passe à présent à la deuxième habitude que j'ai mise sur mon tracker, qui est commander sur ericflac.com au minimum 3 fois par semaine. Alors là, au début, je t'avoue, j'étais assez ambitieux, je me suis dit, je vais le faire tous les jours. Je rigole, évidemment, je ne commande pas souvent sur mon propre site. Par contre, beaucoup de personnes le font et viennent rejoindre les plus de 210 000 personnes qui nous ont déjà fait confiance depuis le début. Et le prochain, ça pourrait être toi. Il suffit de te rendre sur ericflac.com si tu as envie, par exemple, par rapport à tes objectifs sportifs que tu as mis sur ton tracker, de te faire accompagner par les meilleurs équipements sportifs du game ou encore grâce à un programme pour t'aider dans ta transformation physique. Tout ceci est sur ericflac.com. Gilet lesté, barre de traction, bande élastique, barre parallèle. On a les fondamentaux pour débuter, tout comme on a ce qu'il faut pour t'aider à passer au niveau supérieur. Et beaucoup de produits arrivent encore cette année. D'ailleurs, j'ai 4 prototypes actuellement chez moi que je suis en train de tester, de review et de fignoler. Alors, il y en a qui sont plus ou moins proches d'être prêts que d'autres. Il y en a qui sont en test activement. À l'heure où je te parle, il y en a qui sont en train d'être testés. Oh là là, c'est vrai que c'est particulier parce je fais des stress tests, tu comprends? C'est-à-dire tester aussi la durabilité, des choses comme ça. Donc c'est important. Quoi qu'il en soit, ça arrivera plus tard. Voilà, je te laisse te rendre sur ericflac.com. Évidemment, ça soutient ce podcast, ça soutient mon travail. Et donc, il est l'heure de passer à la vraie deuxième habitude que j'ai mise sur mon tracker, qui est 10 000 pas quotidiens. Bon, 10 000 pas, voilà, c'est une excellente habitude de santé, de marcher. C'est un peu les fondations de toute activité physique, à compter du fait qu'on ait 2 jambes et qu'on soit en mesure de marcher. C'est aussi un excellent outil pour augmenter sa dépense calorique sans pour autant énormément impacter son appétit. Marcher, c'est quand même, c'est un petit peu la base de l'humanité. À un moment donné, on a réussi à pouvoir marcher sur nos 2 jambes et on n'a jamais arrêté depuis, et c'est pas pour rien, ça a été testé par le temps. Clairement, le temps et l'évolution et tout ce qui s'ensuit a décidé, marcher c'est bien, on va continuer à entretenir cela, et ce qui fait que pendant des millions d'années, j'imagine, nous avons continué de marcher jusqu'à ce que on invente le travail de bureau, la chaise, la position assise. Tu sais, la position assise a été inventée une fois, et puis à un moment donné, des gens se sont dit, putain, on va exploiter le truc au maximum. Bref, t'en as sûrement déjà entendu parler, 10 000 pas, 5 000 pas, 7 000 pas, marcher tout simplement. C'est assez populaire.
et je ne peux que recommander de le faire. Et personnellement, j'ai voulu l'implémenter. Et tu vas peut-être te demander, mais pourquoi ? Pourquoi, Eric, 10 000 pas? Tu marches déjà beaucoup, non? Tu cours déjà beaucoup? T'es très actif, non? Eh ben oui, mais non, en fait. On dirait peut-être pas, mais moi, je suis ultra sédentaire. Mon métier, littéralement... Alors oui, je fais du sport et tout, et heureusement, je fais du cardio. Je fais du cardio, là, ça fait 2 ans que je fais du cardio, et que donc je vais courir la plupart du temps, même si voilà, j'ai eu différentes activités cardiovasculaires que je fais depuis 2 ans, mais avant ça, littéralement, le mec le plus sédentaire du monde. C'est-à-dire, je suis chez moi toute la journée, la plupart du temps. Quand je sors, c'est pour aller à la muscu, donc je prends ma voiture, je vais à la muscu, je soulève des poids sur place, je reprends la voiture, je rentre à la maison, et je bouge assez peu. J'ai pas d'occasion vraiment de marcher jusqu'au travail, de me déplacer, d'aller à une pause de midi, des choses comme ça. Je marche très peu. Je le remarque, les jours où je ne vais pas courir, ça m'arrive à la fin de la journée de remarquer, j'ai 1000 pas, quoi. 1000 pas sur ma montre. Et donc, je me suis dit que, d'autant plus, je me suis dit ça pendant la période après mon Ironman, pendant lequel je m'entraînais énormément, clairement. Donc là, j'étais pas si sédentaire, hein, clairement, quand j'allais m'entraîner 1 ou 2 fois par jour. Faut pas abuser, même si je marchais pas tous les jours. Ça m'allait bien. Mais clairement, c'est quelque chose d'assez incroyable à garder et à entretenir pour la santé, pour la vitalité, pour la longévité. Typiquement, ma grand-mère, la dernière grand-mère qu'il me reste, sincèrement, si elle est toujours en vie aujourd'hui, c'est parce qu'elle va marcher littéralement tous les jours. Si elle ne marche pas, elle se sent extrêmement mal, et c'est, voilà, sans vouloir dire, c'est très certainement ça qui la maintient en vie à son âge très avancé. Le fait qu'elle puisse marcher et qu'elle aille marcher tout le temps, c'est aussi pour ça qu'elle a presque, elle a presque 90 ans et elle habite toujours seule chez elle, de façon autonome, plus ou moins, de moins en moins malheureusement. Mais c'est une preuve de plus en ce qui me concerne, en tout cas. C'est validé par les grands-mères. Je pense que je suis pas le seul à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça pour dire pourquoi est-ce que j'implémente ça. Pendant ma prépa Ironman, je m'en battais les couilles, qu'on se le dise. Quand je vais faire 5 heures de vélo, si je me retrouve à la fin de la journée, j'ai fait que 1500 pas, franchement, je m'en voulais pas. Je me disais pas, Eric, trop sédentaire, mec. S'il te plaît, sors un peu de chez toi, bouge un peu, bouge un peu. Non, par contre, une fois que j'ai terminé, je me suis retrouvé en août, septembre, et là je me suis dit, ouais, c'est vrai que je me branle pas mal en fait, je me branle pas mal. Je vais courir là 2-3 fois par semaine. Bon, j'allais quand même 3 fois par semaine, mais les autres jours, des fois, je me disais, mais mec, tu fais rien, tu bouges pas assez. Et donc clairement, j'ai voulu mettre ça en place. Je voulais garantir un minimum de pas tous les jours. J'ai décidé 10 000 parce que 10 000, c'est connu, c'est reconnu, c'est vanté, c'est joli, c'est rond, c'est gros. Mais c'est très gros, en fait. Enfin, c'est très gros. Ça dépend. J'ai implémenté ça sur mon tracker pendant 6 semaines. Je vais en parler juste après. J'ai voulu le faire tous les jours. Ouais. Je vais détailler toutes les habitudes et ensuite je te raconte ce qui s'est passé. Et ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, parce qu'à ce niveau-là, clairement, il y a eu des deux. En attendant, 3e habitude que j'ai mis sur mon tracker, lire 20 pages par jour. Lire 20 pages d'un livre, du coup, tous les jours. Alors, est-ce que je dois encore vanter les bienfaits de la lecture ? La lecture, lire des livres, c'est un banger intersidéral. Rien que ça, pour apprendre, pour s'éduquer soi-même. Je suis sûr que peu importe la vie que nous ne connaissons pas qui existe dans notre univers, ceux-là, s'ils nous rejoignent un jour, parce que nous, c'est peut-être pas encore donné tout de suite, ils vont nous rejoindre, ils vont nous dire, les gars, vraiment, il faut que vous essayiez un truc, si vous voulez commencer à arrêter d'être nul et de pouvoir sortir de votre galaxie, il faut lire des livres, les gars. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine la chose. Peut-être que l'avenir me donnera raison, peut-être que l'avenir me donnera tort. Il y a des chances que je ne sois pas de ce monde lorsque nous aurons la réponse. Mais bon, je vais pas m'aventurer là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que des gens se sont cassés la tête pour synthétiser, pour condenser de façon intelligible des mois, des années, voire des siècles de travail et de réflexion en un tout petit format, comme ça, tout petit, que toi et moi, on peut acheter pour quelques dizaines d'euros et lire et apprendre. Un mec s'est cassé la tête pour que pour 10 balles, bon 10 balles, j'ai envie de dire big up à Gutenberg qui a inventé l'imprimante, parce que si personne n'avait inventé l'imprimante, c'est grâce à ça que ça a été démocratisé évidemment, parce qu'avant c'était extrêmement pénible de faire
Bah avant, tu payais des mecs qui étaient scribes et qui passaient leur journée à recopier la Bible pour qu'on puisse en avoir plusieurs exemplaires. Et alors là, c'était beaucoup plus cher, sur mon avis, et c'était beaucoup, beaucoup moins accessible. Et là, ça l'est. C'est vraiment, j'ai vraiment envie de dire, si je puis me permettre, j'ai l'impression que la lecture est sous-cotée aujourd'hui, plus qu'avant, notamment à cause des écrans, j'imagine, et de tout ce qui peut nous servir de distraction au quotidien. Mais c'est vraiment trop bien. C'est là, bordel, c'est vraiment ouf. Je peux vraiment que te recommander de mettre ça en place. Et je suis d'autant plus enthousiaste parce que bah là, ça fait, comme tu peux t'imaginer, 2 mois que je me force à lire. Je me force à m'y mettre parce que comme toujours, il y a certaines choses là-dedans. J'ai envie de faire. Je sais que c'est bien. Tout est aligné pour que je le fasse. C'est bon, je le sais, etc. Mais il y a une inertie, il y a une difficulté à m'y mettre. Versus la facilité de sortir le téléphone et de faire autre chose ou de ne pas le faire. C'est pour ça que je veux que tous les soirs, quand je me mets au lit, parce que c'est le soir au lit que je lis toujours avant de dormir pour déconnecter, penser à autre chose et en profiter pour être tranquille au lit, sans écran, sans lumière bleue, sans machin. Et bien le soir, quand je sors mon petit truc, je vois bah merde, j'ai pas fait ma case, je vais pas pouvoir cocher ma case. J'ai pas envie d'être le mec qui ne coche pas sa case. Et donc, eh bien, ça m'aide à franchir ce petit effort qui est, bon bah vas-y, au lieu de prendre le livre, le téléphone ou je ne sais quoi, au lieu de prendre, pardon, pas le livre, au lieu de prendre le téléphone et au lieu de me mettre trop tard au lit, eh bien, je prends le livre. Et je te recommande d'essayer de faire la même chose. Peut-être que tu vas me dire, peut-être que tu penses, oui, mais la lecture, c'est pas pour moi, j'aime pas lire. Peut-être que tu n'aimes pas lire. Et je peux pas vraiment t'en vouloir parce que, personnellement, l'école, ça m'a pas spécialement mis en bonne lumière le fait de lire des livres. Je t'avoue, quand il fallait lire La Goutte d'Or, là, c'est qui a écrit La Goutte d'Or? Je crois que c'est un livre en français d'un mec que j'ai dû lire en cours de français. Je pense que c'est celui qui me revient le plus comme un livre que ça m'a saoulé de lire. Un truc vieux avec un truc un peu pompeux. Alors je suis sûr que c'est un banger, je suis sûr que c'est un classique pour ceux qui savent l'apprécier. Ce qui est sûr, c'est que à 16 ans, je ne savais pas l'apprécier. Ça m'a pas aidé à apprécier lire. Mais crois-moi, si t'en es toujours à ce stade, il existe des livres que tu as envie de lire. Et la meilleure façon, si tu veux mon avis, d'apprendre à aimer lire, c'est de lire des choses que tu aimes. C'est pas de te forcer à lire un livre que Eric Flagg il a mentionné dans son podcast, parce que je vais te les mentionner après, ceux que j'ai lus et ceux que j'ai prévu de lire. C'est pas choisir un truc que j'ai mis juste parce que c'est soi-disant stylé ou que ça va te servir. Non, il faut que ça te donne envie de le lire. Ça peut être de la fiction, ça peut être... Bon, j'aurais quand même envie de recommander un livre sans images. Désolé. Alors les BD, c'est bien. Je pense qu'on a tous lu des BD, c'est bien, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de franchir le fait de ne pas juste lire des BD ou des animés ou des mangas et d'essayer de trouver un sujet de livre qui te plaît, que ça soit le sujet, que ça soit l'histoire, tu vois, Harry Potter par exemple, des classiques de fiction comme ça, très populaires. Trouve quelque chose, une fois que tu auras pris l'habitude de lire des choses que tu aimes lire, ce sera plus facile de simplement apprécier lire. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et voilà. Bien sûr, ça n'a pas toujours été facile d'être régulier en ce qui me concerne. J'ai beaucoup moins lu pendant ma prépa Ironman. J'étais fatigué le soir, j'avais bien assez de choses à faire pour me convaincre de ne pas lire, ce qui fait que la lecture est quand même bien tombée pendant l'année 2024, pendant plus de la moitié de l'année. J'ai très peu lu et c'est pas que je l'ai regretté ensuite parce que j'avais d'autres choses, mais j'ai eu cette envie de « Ah putain Eric, ça fait quand même des mois que t'as pas vraiment lu de façon régulière. Est-ce qu'on changerait pas ça ?» Je me suis lu 1 ou 2 livres pendant l'été, tout seul comme ça, comme un grand, sans aucune pression. Et du coup, ensuite, eh bien, depuis que j'ai mis ça en place, franchement, je suis très content. Très content, j'en parlerai après. Mais voilà, 20 pages tous les soirs avant de me coucher. Ça m'est même arrivé de lire l'après-midi, figure-toi, pour faire des pauses, etc. Je te parle de tout cela et des livres juste après. Car je vais d'abord terminer cette petite liste avec la 4e chose que j'ai mis dans mon tracker, qui est... Attention, celle-là, c'était la plus ambitieuse. 23h30, tous les soirs, lumière éteinte. C'est-à-dire que je me suis dit, Eric, on va essayer de combattre le mal par le mal. Je t'en ai déjà parlé, je vais pas m'étaler encore davantage sur le sujet. J'ai beaucoup de mal à me faire me coucher assez tôt, on dira, et donc à me lever tôt en conséquence.
Et je me suis dit, bon, quelle est une bonne heure à laquelle je pense pouvoir y arriver? Je me suis dit, bon, clairement, 23 heures, pas avant 23 heures, parce que moi, vraiment, je me couche facilement, c'est entre minuit et 1 heure, tous les jours, tous les soirs. Et aussi parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas une obligation, la plupart du temps, de me lever tôt le lendemain. Et donc, sans un cadre externe, sans une obligation particulière, ça a toujours été très dur ces dernières années de le faire. Et donc, je me suis dit, bon, 23 heures même, je me suis dit, c'est trop dur. Allez, on va mettre 23h30. Évidemment, j'en ai parlé avec ma copine, parce qu'en fait, vu qu'on habite ensemble, et bien évidemment, c'est pas le genre de choses que je peux faire seul, ça fait pas de sens. Le but, évidemment, de tout ce que je mets là-dedans, c'était pas que ça entrave des trucs en mode... tu sais, les mecs qui se décident de se lever à 4h30 tous les matins, et qu'ils ont... t'as eu, les mecs ou les meufs, hein, et que t'as ton copain, ta copine qui dort avec toi, ou quoi, et que lui ou elle ne le fait pas, bah ça peut vous décaler, ça, en fait, tu vois... Il faut pas que ça vienne... il faut pas se lever à 5h du mat si tout ce que ça fait, c'est... Bah, tu peux dire aux autres que tu te lèves à 5h du mat avant de prendre ta douche froide et de faire ta méditation et puis de faire ton entraînement du jour, tu vois. Ta morning routine, tout ça. Si ça détruit ta vie de couple, entre guillemets, parce que t'es complètement en décalage avec l'autre. Voilà. Bon, petite parenthèse, mais je pense que je t'apprends rien. Donc, on a décidé de faire ça tous les deux avec ma copine, parce qu'elle a le même problème. Elle a aussi des horaires variables. Techniquement, elle est en freelance dans son activité, ce qui fait que il s'avère qu'elle n'a pas besoin de se lever tôt la plupart des jours et elle n'a pas besoin de se lever toujours à la même heure et naturellement, comme moi, elle a tendance à se lever tard. Donc, on a essayé de faire ça. On a essayé, je te raconterai après comment ça s'est passé. L'idée, c'était que tous les soirs, à 23h30, sur la montre, tu verras qu'il y a eu de la négociation avec moi-même. Et ça, c'est déjà mal parti. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, le but, c'est vraiment pas qu'il puisse y avoir de négociation avec toi-même, mais j'ai même pas réussi à ne pas le faire ça. Ça n'a pas été facile. Et comme je l'avais mentionné, du coup, j'ai préféré décider d'une heure de coucher, parce que si je décide d'une heure de lever, bah, il y avait trop de chances que je me couche tard et que du coup, je mette le réveil à 8h tous les matins et que ça me sacrifie du sommeil, en tout cas au début. Alors peut-être c'est vrai que peut-être ça aurait mieux marché après coup. Parce que spoiler, ça s'est pas super bien passé. Bref, voilà ce que je t'ai mis, je te raconte juste après ce qui s'est passé. On passe à la 5e et dernière habitude, jouer au piano 20 minutes, au minimum 3 fois par semaine. Donc 20 minutes de suite, voilà, au minimum 3 fois par semaine. Tout ça, c'était pour m'aider à garder un rythme, c'était pour m'aider à m'y mettre. J'en avais déjà parlé, mais c'est comme la lecture. Je sais que j'aime le faire. Je sais qu'une fois que je l'ai fait, je suis content. Je sais que ça m'apporte énormément de choses, mais j'ai tellement de mal à me foutre devant et à le faire. Il y a toujours une autre chose à faire qui est plus facile que de me mettre devant mon piano. Et donc, c'était vraiment un truc de choix qui était évident pour moi à mettre sur mon propre tracker. C'était le piano. Et d'ailleurs, c'est le seul objectif hebdomadaire, comme tu l'as remarqué. Tout ce que j'ai mentionné avant, je voulais le faire tous les jours. Le piano, c'est la seule où je me suis mis un objectif hebdo à 3 fois. C'est-à-dire que mon but c'est de jouer 20 minutes au moins, et je sais en fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que je me pose devant, je sais qu'une fois que je suis devant, j'ai pas envie de jouer que 20 minutes. Je joue la plupart du temps, et ça s'est confirmé, je joue 30, 40, 45 minutes, voire parfois 1 heure de suite, parce que je kiffe, parce que j'aime jouer au piano. Et du coup, si j'ai joué au piano au minimum 20 minutes, parce qu'il faut que ça soit mesurable et précis, eh bien je peux cocher ma case, et à la fin de la semaine, si j'ai fait 3 coches au moins, spoiler, jamais fait plus que le minimum, eh bien je suis content, ça veut dire que j'ai validé mon truc. Après, peut-être que pour toi, pour un autre instrument de musique ou pour ta situation, ça peut faire plus de sens de mettre tous les jours. Je me suis posé la question au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais 5 minutes, 10 minutes tous les jours? Très vite, je me suis dit, mais non, ça fait pas de sens. J'ai pas envie non plus, ni besoin de jouer au piano tous les jours. C'est bon, il faut trouver un entre-deux. Déjà là, ça a pas toujours été... J'ai pas eu un perfect à ce niveau-là. J'ai pas eu un 100% d'adhérence. Donc déjà là, c'était pas toujours facile. Donc voilà. Après, en fonction de l'instrument, en fonction de ton objectif, par exemple, pour apprendre un nouvel instrument, je sais pas, apprendre la guitare, au début, en tout cas, sur le premier mois, par exemple, ou les 2 premières semaines, pour enregistrer les bons automatismes, pour renforcer au maximum les circuits neuronaux qui sont liés au fait de bouger les doigts comme il faut, par exemple, peut-être que de te mettre 10 minutes de guitare par jour, tous les jours, peut-être que c'est quelque chose de bien. À toi de voir, à toi de tester. En tout cas, moi, j'ai testé ça en ce qui me concerne. Le piano, ça fait des années que j'en fais. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, je crois. J'ai pris beaucoup de cours
Pendant plusieurs années, j'ai pris des cours où j'avais rendez-vous toutes les semaines, une fois pour présenter à mon prof qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pendant la semaine. Et là, ça fait très longtemps, du coup, ça fait plus de 10 ans, je sais pas, 10, 15 ans, franchement, je sais même pas, que je n'ai plus pris de cours et que je me suis auto-entretenu mon niveau, que j'ai appris certains nouveaux morceaux, mais pas autant que quand j'avais un prof, évidemment, et j'ai pas du tout envie d'apprendre, j'ai pas du tout envie de désapprendre à faire du piano. Donc, voilà, je te parle des livres comme étant quelque chose de sous-coté. J'ai l'impression que les instruments de musique... Ouais, mais bon, après, qu'est-ce qui est sous-coté, qu'est-ce qui est sur-coté? Tout dépend de ta vie, de ton monde. Dans mon monde à moi, dans ma bulle, dans ma petite bulle dans laquelle je vis, les gens passent beaucoup de temps à faire du sport. Notamment les gens que je suis sur Instagram, par exemple, et très peu de temps à faire de la musique. Ou en tout cas, ils le partagent pas. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est sous-coté, du coup. À toi de me dire, c'est peut-être pas le cas, hein. Si toi t'es dans la bulle de la musique, t'as peut-être l'impression que tout le monde fait de la musique et personne fait du sport. Je sais pas. À toi de me dire. En tout cas, je trouve que c'est... moi, j'ai déjà vanté les bienfaits de l'art et de la musique et de l'instrument de musique dans différents épisodes. J'ai une relation particulière avec, je ne veux jamais arrêter, j'adore. Ça me fait ressentir des émotions que je ne ressens aucunement ailleurs quand je joue du piano tout seul, parce que c'est pour ça que j'aime bien jouer pour moi tout seul, j'ai pas de besoin particulier de jouer devant des gens, même si, ouais, de temps en temps, devant la copine, ça permet de faire le mec un peu. Et à juste titre, je suis le mec qui sait jouer du piano, donc je vais pas m'en priver. C'est sûr que c'était un petit point bonus quand même. Oui, effectivement, il faut reconnaître. Avec ma copine, voilà, la première fois que j'ai joué comme ça au piano, mais sans vouloir faire le mec, justement. Il fallait juste s'asseoir en mode, tu sais, en fait, j'ai un piano, comme tu l'as vu, donc je vais jouer ce matin, parce qu'il faut que je m'entraîne. Bien sûr, il faut que je m'entraîne, pendant qu'elle préparait le petit-déj, je crois, un truc du genre. Et alors là, j'ai marqué des points. Elle confirmera, je pense, j'ai marqué des points en sachant jouer du piano, donc... À nouveau, je pense que j'apprends rien à personne. C'est sûr que après, il y a peut-être des instruments qui sont plus qui marquent plus de points que d'autres. Peut-être que le piano ou la guitare, ça marque plus de points que la flûte. À toi de me dire. Peut-être que si j'avais sorti ma flûte, peut-être que si je lui avais sorti ma flûte ce matin-là, alors elle aurait été conquise d'autant plus. On va arrêter avant que ça parte dans tous les sens cette image, mais tout ça pour dire instrument de musique, clairement. C'est un magnifique objectif. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont ça quelque part dans leur tête. Ouais, un jour, je vais me mettre à la danse, un jour, je vais me mettre au piano. Mais le moment n'est jamais venu, clairement, justement, grâce à un tracker, grâce à une certaine motivation au début. Bon, il faut vraiment la motivation au début, de trouver le temps de le faire, peut-être de prendre des cours. C'est un investissement en temps, en argent, en énergie. Mais moi, ça me le rend largement. Donc voilà, 20 minutes, 3 fois par semaine, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est tout pour les 5 choses que j'avais décidé de traquer précisément. Et comme je l'avais rapidement précisé dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai aussi rajouté 2 lignes en plus qui sont muscu/street workout et cardio. Et là, l'idée, c'était juste de cocher ma case. Si aujourd'hui j'ai fait de la muscu, aujourd'hui j'ai fait du cardio. Comme ça, c'était des cases en plus, ça me permettait de savoir aussi, parce que c'est quelque chose que je ne mesure pas, uniquement sur Strava. Sur Strava, je publie tous mes entraînements cardio, mais mes entraînements muscu, alors souvent j'en garde une trace dans les notes de mon téléphone, parce que je tiens un petit carnet sur mon téléphone de qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai pas d'objectif, je ne suis pas le plus assidu avec mon petit carnet d'entraînement non plus. Et là, ça me permet de réunir en fait assez rapidement. Et bien là, je peux voir qu'en fait... la semaine du 21 au 27 octobre, je me suis entraîné 1, 2, 3, 4, 5 fois, ensuite 6 fois, ensuite 4 fois, ensuite 6 fois, 4 fois par semaine. Voilà, c'était juste pour garder un petit overview, si je puis me permettre l'anglicisme, de garder une petite vue d'ensemble de mes entraînements pour savoir un peu où j'en suis entre l'équilibre l'un et l'autre. Et parce que j'aime bien cocher des croix, je me suis dit tant qu'à faire, on a fait ça. Et donc voilà, le 20 octobre, le petit Eric, il était tout content. Il a choisi ses 7 petits trucs, il a fait son petit Google Sheets, il l'a imprimé, je l'ai collé sur une feuille en carton et je me suis dit, ça y est, demain je commence. Mon tracker d'habitude, je vais cocher mes petites croix pendant 6 semaines. Et 6 semaines se sont passées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est l'heure de partager mes conclusions après 6 semaines. Alors, figure-toi, comme je l'ai dit au début, il s'avère que globalement, j'ai été un peu ambitieux.
J'aurais pu m'en douter, évidemment, alors je suis pas le mec le plus débutant en termes d'autodiscipline, en termes de se fixer des objectifs et de s'y tenir, mais force est de constater que moi aussi j'ai visé un petit peu trop haut, pas trop, mais quand même un peu trop haut, et tu le verras après parce que j'ai fait des modifications qui sont arrivées après ces 6 semaines, mais je vais d'abord revenir sur chacune de ces habitudes, comment ça s'est passé pendant ces 6 semaines, on va voir le comment en fait, concrètement, ça s'est passé, comment j'ai mis en place les choses et qu'est-ce que j'en ai appris. Alors, pour l'exposition au froid, c'est le seul perfect de mon tracker sur ces 6 semaines. C'est la seule petite ligne que je n'ai jamais rompue. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai pris ma douche froide. Aussi parce que, comme je l'ai dit, et comme tu l'as compris, typiquement quand tu regardes tout ce que j'ai mis dessus, c'est... Oh, remarque, non. Me coucher à 23h30, ça, concrètement, ça prend pas de temps, d'effort ou quoi. Mais j'ai eu beaucoup de mal quand même. L'exposition au froid, ça prend très peu de temps, donc c'était quand même plus facile. Faire 10 000 pas, lire 20 pages ou bien jouer du piano, par définition, ça prend plus de temps et il y a eu plus de difficultés par rapport à ça, à faire coïncider avec mon emploi du temps. Mais peu importe à quel point j'étais busy, plus ou moins véridiquement, eh bien, j'ai quand même pris ma douche froide. Tous les jours, tous les matins. Ça a toujours été, du coup, le froid, le matin. Typiquement, là j'ai écrit les moments où j'étais pas chez moi. J'ai fait 2 séjours à Paris pendant cette période, un séjour de 3 jours, un séjour de 2 jours. Et c'est là que historiquement les douches froides avaient tendance à tomber. Parce qu'en fait quand je suis dans un hôtel, quand je suis pas chez moi, je suis pas confortable. En fait moi je suis dans un hôtel. En plus bon, qu'on se le dise, quand je vais à Paris je prends pas un 5 étoiles parce qu'il n'y a pas besoin et que c'est déjà assez cher la plupart du temps, même si bon fondamentalement cher en ce qui me concerne, ça va. Mais c'est juste que je suis pas chez moi, la chambre elle est un peu froide, je suis inconfortable parce que je suis pas dans mon lit, etc. Et j'ai pas envie de me prendre une douche froide. Je me dis il y a assez d'inconfort. En tout cas, l'excuse est présente pour que je ne prenne pas de douche froide en temps normal la plupart du temps et que je justifie ça comme quoi bon c'est bon Eric t'es déjà assez inconfortable, etc., etc. Surtout que quand je vais à Paris, j'y vais pas pour y rester, j'y vais pour faire mon taf, pour être occupé toute la journée, enregistrer des trucs, rencontrer des gens, faire du travail quelque part, et surtout pas rester dans ma chambre d'hôtel. Mais là, j'ai pris sur moi, dans ma chambre d'hôtel, je me souviens, et j'ai pris mes douches froides, et j'ai toujours l'impression que l'eau est encore plus froide quand je suis pas chez moi. Ça, c'est fou, hein. Je ne suis pas chez moi, c'est-à-dire il y a une couche d'inconfort en plus, j'ai l'impression que l'eau est encore plus froide, et que c'est encore pire. Bref. D'ailleurs, petite note pendant que j'y suis, clairement la douche froide, pour moi, c'est beaucoup plus dur que le bain froid. Le bain froid, une fois que t'es dedans, c'est beaucoup d'investissement pour aller jusqu'à l'endroit ou pour remplir la baignoire, etc., etc. Et c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus stylé, j'ai envie de dire, de faire un bain froid plutôt que de faire une vieille douche froide sur laquelle, à tout moment, tu es en contrôle déjà. Il faut que tu ouvres toi-même le truc. C'est pas comme si tu pouvais te laisser tomber dans le bain froid, si je puis dire, te mettre dedans, etc. À tout moment, tu peux couper le truc, tu peux sortir. À tout moment, tu peux ne pas le faire. Parce que la douche froide, c'est très facile à faire. Et donc, c'est très facile à ne pas faire. Bref, c'est beaucoup plus dur psychologiquement et même physiquement. Je trouve ça plus désagréable, la douche froide, concrètement. Même si on pourrait se dire que c'est pas le cas, parce que bon, c'est moins d'eau, c'est moins longtemps, potentiellement. Mais c'est beaucoup moins amusant. Et c'est pour ça que ça fonctionne psychologiquement. Mais voilà, tout ça pour dire, tout a fonctionné. Voilà, rien à dire à ce niveau-là. Ça a beaucoup marché. Après, j'ai beaucoup d'expérience. Je me souviens typiquement que c'était en 2022, je crois, que j'avais fait 365 jours de suite sans ne pas prendre de douche froide un seul de ces jours. Donc j'avais eu toute une année complète en 2022. C'est stylé, mais j'ai pas non plus voulu, tu vois, comme je l'ai dit, c'est un des problèmes avec les trackers d'habitude comme ceux-ci, dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de te faire asservir par ton truc, c'est-à-dire que alors là, je voulais repartir dans une routine plus productive, etc. Donc, je suis très content. Je ne veux pas rater de petites cases, mais ça veut pas dire qu'il faut le faire toute ta vie et que voilà, il y a eu des périodes où je prenais beaucoup moins de douches froides. Typiquement, pendant ma prépa Ironman, très vite j'ai arrêté les douches froides tous les jours aussi. Parce que je me disais, putain Eric, c'est bon, assez d'inconfort aller à la piscine étouffé à moitié au milieu du bassin pendant 1h30, c'est bon, t'as pas besoin de prendre une douche froide le matin avant d'aller à la piscine en plus, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire, ça dépend des périodes, ça dépend des envies, des objectifs. Mais comme tu vas voir, j'ai décidé de garder ça pour la suite et je suis content de ce qui s'est passé. On passe aux conclusions pour les 10 000 pas par jour. Alors je sais pas si tu le vois, si jamais tu regardes la vidéo, mais
Ça n'a pas été validé entièrement sur ces 6 semaines. Alors là, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jours en tout sur lesquels je n'ai pas validé les 10 000 pas. Donc en gros, je regardais comment ce que j'ai fait. Eh bien, le soir, avant d'aller me coucher, avant minuit, enfin bref, j'ai évité d'aller marcher après minuit, figure-toi quand même, parce que en fait, j'utilisais ma montre pour savoir combien de pas j'ai fait dans la journée. Donc j'ai une montre Garmin que j'utilise pour courir, que je garde tous les jours depuis ma prépa Ironman, parce que j'ai pris l'habitude, vu que je m'entraînais tous les jours. Avant, je la mettais que pour m'entraîner, maintenant je la mets tous les jours. Et ça fait partie d'une des contraintes que je vais t'expliquer par rapport à ça. Eh bien, je regardais, est-ce que j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui ? Non. Et bah du coup, tu vas les faire, tu sors, tu les termines, même si c'est tard et que t'as pas envie. Ça, je l'ai fait presque tout le temps, je l'ai pas toujours fait comme tu vas voir. Et je cochais ma case si c'était le cas. Et j'écrivais aussi combien j'ai fait, tu vois. Ça, c'est le seul truc que j'écrivais. C'est qu'il y a des petites cases et j'écrivais combien j'ai fait, tu vois. 10, 16, 11, 10, 17, 17, tu vois, 18. Et 18, ça voulait dire 18 000, évidemment. J'arrondissais pour pas trop me faire chier, mais c'était un petit kiff en plus supplémentaire de voir que j'ai fait plus que le minimum, tu vois. Pourquoi ? Parce que j'ai été courir, parce qu'il y a eu d'autres choses à faire. La plupart du temps, crois-moi que c'était pas par plaisir que j'allais faire des 17 000 pas tous les jours. C'est pour ça que j'ai pas fait ça tous les jours, mais souvent ça tombait sur les sorties longues. Alors, comment est-ce que je m'y suis pris ? Globalement, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, j'ai acheté un tapis de marche. Il se trouve actuellement à mes pieds, au moment où j'enregistre. J'ai acheté un tapis de marche, comme tu en as peut-être entendu parler chez ton pote ou ton influenceur ou ton gourou de productivité préféré, qui t'a vendu ça. Alors j'avoue, il m'a bien aidé. Il s'avère que j'ai un bureau que je peux élever et que j'ai un tapis sous ce bureau que je peux plier en deux. Alors c'est un truc que j'ai trouvé franchement plutôt bien fait. C'est un tapis roulant que tu peux plier en deux, le truc. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est plié, franchement, il fait quoi ? Il fait moins d'1 mètre de long pour, 50 cm de large. Et donc, il tient sous mon bureau et je peux très facilement, et ça, c'était nécessaire, c'est-à-dire que j'ai pris les dimensions, j'ai vraiment fait attention, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'encombrer, par exemple, d'un vélo d'appartement chez soi. Je me souviens, il y avait ça dans mon ancienne maison chez mes parents, là où j'ai grandi. Il y avait un vélo d'appartement dans la salle de jeu en bas. Un énorme truc, super encombrant. Alors oui, mon père l'utilisait de temps en temps, mais grand maximum, il l'utilisait une fois par semaine. Et puis bon, je pense pas qu'il tenait un tracker d'habitude, tu vois, parce que la régularité n'était pas absolument essentielle, j'ai l'impression. Et ce truc traîne, et t'as toujours des trucs de merde comme ça qui traînent pour toujours ensuite, qui prennent de la place, qui sont encombrants. Je ne voulais absolument pas d'un truc encombrant dans mon appart. Et donc, quand j'ai vu, j'ai fait mes recherches, tu vois, tapis de marche, tout ça, j'ai trouvé celui-là. Un truc, c'est pas le truc premier prix que j'ai pris, qu'on se le dise. Quand j'achète des choses, généralement, j'essaye d'avoir quelque chose de bien. J'aime les beaux objets, personnellement. Donc c'était quoi ? C'était un truc... c'est quoi la marque ? J'allais dire la marque c'est Eric Flag. Mais non, c'est pas Eric Flag la marque. Je sais plus exactement ce que c'est que la marque. J'irai me renseigner. Je te mettrai le lien en description si jamais ça t'intéresse. Vraiment, j'ai pas grand chose à gagner, clairement qu'on se le dise. Je crois que je l'ai payé genre 600, 700 balles, quelque chose comme ça. Franchement, il est très pratique à ranger, très pratique à utiliser. Il ne sert qu'à marcher. Ça monte jusqu'à 5-6 km/h, je crois. Je l'utilise jamais beaucoup plus que 3 ou 4 km/h. Oui, 4 km/h. Et en gros, je le prends, je le décale, tout simplement, parce que là, il est vraiment à mes pieds, mais il me gêne pas pour ranger ma chaise et tout. Je le décale d'1 mètre devant mon bureau, je lève le bureau, et souvent, le matin, je faisais mes pas. Au réveil, ou quand je commençais, je prenais mon café. J'ai mon café, je pouvais consulter Slack, je pouvais consulter mes emails, je pouvais travailler un petit peu, ou parfois, quand je regardais des vidéos, quand j'étais en train de manger à midi rapidement, eh bien, au lieu de manger assis devant mon téléphone ou devant mon ordi à regarder une vidéo, eh bien, je mangeais debout, en faisant mes pas, en regardant une vidéo sur mon écran, qui est évidemment juste là, vu que c'est à ma station. Seul problème avec ce tapis, d'ailleurs, je précise, c'est que ça fait un peu de bruit. Concrètement, au bout de 3 minutes, il y a une espèce de ventilateur qui se lance, ça fait du bruit. Alors du bruit, peut-être pas suffisamment pour gêner quelqu'un dans la pièce d'à côté, à part peut-être le bruit de toi qui marche sur place, mais voilà, ça fait un peu de bruit, donc moi je mets souvent mon casque, ça me dérange pas, je mets mon casque, j'écoute autre chose, j'ai mon casque anti-bruit, c'est sympa. D'ailleurs, big up à Quentin Randis,
du podcast Biceps and Mindset que j'écoute régulièrement. C'est lui qui m'a influencé à acheter ça. Parce que, voilà, moi aussi, il y a eu un autre influenceur, un autre créateur qui a dit « Ouais, c'est banger, productivité, je peux faire des trucs en marchant et tout. » Je me suis dit « Ah, mais si, c'est clairement le genre de truc... » C'est clairement le genre de truc en tant qu'homme soucieux, homme du 21e siècle, soucieux de l'optimisation de son temps. Je te dis pas, quand j'ai acheté ça, j'ai pas dit à ma copine, j'ai acheté ce tapis et le tapis est apparu sous mon bureau un jour, tu vois. Je l'ai déballé, elle était pas là. Et là, je lui dis, hey, regarde ce que j'ai acheté. Elle va regarder. Déjà, elle comprend pas ce que c'est, évidemment, parce que c'est un truc plié en deux. Et là, je lui explique ce que c'est. Je lui explique que c'est un tapis. Alors là, je t'assure, et tu as peut-être la même chose. Un jugement a été extrêmement présent sur son sur son visage en mode ah oui quand même. Le mec est tellement matrixé dans son truc que il achète on est tellement dans, voilà, si je puis me dire, et je suis coupable de ça à ce niveau-là, je le reconnais. Après à toi de te faire ton avis et tout. Mais tellement coupable de la société de consommation, si je puis dire, que on achète des trucs pour marcher, alors qu'on peut marcher dehors. Bref, comme je l'ai dit, moi j'y trouve mes avantages. En plus, une fois que je lui ai expliqué, une fois qu'elle a vu que j'utilisais, etc., et qu'elle a compris que c'était intéressant, elle a même essayé une fois. Voilà, j'ai envie de dire, le jugement a disparu un peu quand même. Le jugement a disparu un peu parce que c'est certainement pas pour tout le monde. Certainement pas. Si tu peux aller dehors à la place, 10 000 fois mieux. Et ça m'arrivait souvent d'aller dehors, mais pour des raisons de productivité, qu'on se le dise, et d'optimisation. Quand je réponds à des mails, quand je fais des messages vocaux, quand je fais des appels avec mon équipe, avec d'autres personnes, ça peut être très sympa de le faire en marchant. Alors je peux le faire en marchant dehors, mais parfois j'ai besoin de mon écran, parfois je veux regarder une vidéo, parfois je veux travailler en même temps. Et là, ça permet de faire des pas tout en travaillant. Ça permet aussi de faire des pas les jours où la météo est absolument dégueulasse. Bref. Je m'arrête avec ce tapis parce que clairement, j'ai pas grand-chose à vendre à ce niveau-là. Mais étant donné que j'ai beaucoup utilisé ça et que fondamentalement, j'y trouve beaucoup de points positifs, eh bien, je l'utilise et ça m'a aidé à valider mes 10 000 pas la plupart du temps, notamment sur les jours où je cours pas. Parce que c'est principalement les jours où je ne vais pas courir. Étant donné que je suis allé courir en moyenne à peu près 3 fois par semaine pendant cette période, effectivement 3 fois par semaine, je me retrouvais globalement avec 4 jours par semaine où il fallait vraiment que je fasse mes 10 000 pas. Et voilà. Alors, il y a eu des problèmes vis-à-vis de ça. Un problème, en fait, vis-à-vis de ça, c'est que par définition, l'objectif, on l'a vu, il faut que ça soit mesurable, précis. Le problème, c'est que tes pas, tu les comptes pas. Moi, j'ai pas compté mes pas. J'ai été obligé de me référer à la technologie pour le faire. Notamment ma montre. Et il y a des limitations vis-à-vis de ça qui sont un peu gênantes, je trouve. Déjà, je suis obligé d'avoir ma montre sur moi, pour que mes pas soient validés. Et j'ai remarqué que non seulement pour que mes pas soient validés, il faut, par exemple, si je suis sur mon tapis et que je pose mes bras sur mon bureau et que je suis en train de taper au clavier, ma montre, elle n'est pas au courant que je suis en train de marcher, tu vois, parce que mon bras n'est pas en train de balancer nonchalamment sur le côté de mon corps comme si j'étais en train de marcher, et donc ma montre ne comprend pas que je suis en train de marcher, et donc j'ai des pas qui ne sont pas comptés. Et ça, dans la plupart des activités. Parce que mon tapis, il compte les pas aussi. Le tapis, voilà, il y a un petit écran, ça permet de savoir combien de temps j'ai marché, quelle distance, combien de pas j'ai fait. Et en fait, le tapis, à un moment donné, j'ai fait un test. J'ai compté mes pas. Et ensuite, j'ai regardé qu'est-ce que mon tapis a mesuré, qu'est-ce que ma montre a mesuré. Eh bien, mon tapis a sous-estimé le nombre de pas que j'ai fait, mais il était plus précis que ma montre qui a encore plus sous-estimé le nombre de pas que j'ai fait. C'est-à-dire que t'es obligé de te référer à quelque chose pour compter tes pas. Ça peut être ton téléphone, ça peut être une montre la plupart du temps. Mais du coup, tu deviens dépendant de ce gadget. Alors, gadget, plus ou moins, on s'entend, la montre, de toute façon, je l'ai. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est pas précis. Limite, il faudrait un truc... J'étais en train de me dire, limite, il faudrait un truc à la cheville, tu vois. Il faudrait un truc à la cheville pour compter les pas. Mais là, je me dis, est-ce que ça donnerait des vibes d'optimisation, de productivité encore plus abusées. Là, vraiment, tu serais le mec qui a acheté le bracelet qui existe probablement, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. C'est clairement un truc à vendre à une niche, mais grâce à Internet, on peut vendre facilement des choses à des niches de gens. Je pense pas que j'achèterais. J'en suis pas là parce que moi, en fait, du coup, je peux mettre une montre toute la journée parce que j'ai pris l'habitude, etc. Mais voilà, il y a peut-être même des gens qui vendent des putains de bracelets qui me font penser aux bracelets, tu sais,
les bracelets qui te donnent des décharges électriques quand tu t'éloignes d'un périmètre. Alors à mon avis, c'est plus stylé que ça. Ça doit être un tout petit bracelet qui doit juste concrètement... il doit quand même être connecté le truc, pour pouvoir facilement ensuite se connecter à ton téléphone par exemple, ou à un écran pour te dire combien de pas t'as fait. Faudrait que je regarde si ça existe, franchement, je sais pas. Mais voilà, il y a quand même des problèmes avec ça. Et donc c'était pénible, parce que pour valider, des fois j'arrive le soir, j'ai 8500 pas, je sais que c'est sous-estimé, ça me casse le cul parce que je me dis, en fait, si ça se trouve, j'ai 10 000. Sauf que vu que c'est pas écrit 10 000 sur ma montre, j'étais entre deux, tu vois. Est-ce que je me dis, en fait, je suis sûr que je les ai faits. Est-ce que je me dis, il faut absolument que ça soit écrit 10 000 sur ma montre. Là, j'étais emmerdé. C'est là que le système a trouvé ses limites, tu vois. Et donc, j'ai pris la décision, et tu verras ensuite, j'ai fait des modifications. J'ai pris la décision qu'il fallait qu'il y ait au moins 10 000 sur ma montre. Et donc, concrètement, c'est sûr que j'ai fait plus que 10 000 pas. Les jours où j'en ai fait 10 000, peut-être pas beaucoup plus parfois, mais de temps en temps. Et du coup, ça m'a un petit peu saoulé. Mine de rien, ça m'a un petit peu saoulé. Mais je m'y suis tenu bon au début. C'était pas toujours facile. Jusqu'à mon premier voyage à Paris. Mon premier voyage à Paris, j'ai mal calculé le truc. J'ai eu une journée à 6 000 pas seulement. Mais sinon, j'ai tenu tout le temps, sauf à la fin, sur les 10 derniers jours, j'en ai raté 6. Pourquoi ? Parce que c'est tombé un peu en ruine mes journées, comme je l'avais mentionné dans l'épisode précédent. C'est pendant cette période que j'ai eu un gros rush sur le montage et la production de ma vidéo Ironman. Et là, j'étais toute la journée devant l'ordi à travailler. J'avais pas envie de mettre mon tapis, j'étais stressé, j'avais besoin que ça avance rapidement. J'ai même eu 2 journées de suite où j'ai eu 2000 pas et 1000 pas, parce que là, vraiment, j'étais devant l'ordi toute la journée et je me suis dit, fuck it. C'est pas assez important d'aller marcher, je suis dans un rush que j'aurais dû mieux anticiper, on est d'accord, mais c'est globalement pour ça que j'ai raté, à part cette journée à Paris où je me suis retrouvé à jouer au poker le soir pendant 6 heures de suite, et je me suis dit je vais rentrer à pied, puis en fait on a terminé à 1h du mat, et j'avais pas envie d'aller marcher à Paris à 1h du mat tout seul le soir. On se demande pourquoi, j'avais pas envie, en fait je me suis dit allez tant pis, je reste à 6000. Et puis voilà quoi. Donc il y a eu du bon, du moins bon, comme tu l'as compris. Il y a des limites à ça que j'ai tenté de contrecarrer un petit peu pour la suite. Je t'en parle juste après avec les modifications que j'ai faites. Avant ça, c'est l'heure du feedback sur les 20 pages de livres par jour. Alors là, concrètement, je vois. En fait, j'avais oublié. J'avais oublié que j'ai pas coché tant que ça. J'ai pas eu... alors, concrètement, avant que j'ai mon gros rush, parce que quand j'ai eu mon gros rush de travail, je l'ai fait littéralement qu'une seule fois sur 10 jours de suite. C'est un peu tombé en lambeaux à ce niveau-là. Alors imagine d'autres trucs. Il n'y a pas eu un très grand succès sur ces 2 dernières semaines-là. Concrètement, j'ai raté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, 9 fois. 9 jours où je n'ai pas validé. Notamment les jours à Paris, quand je suis allé à Paris, je rentrais tard, comme je l'ai dit parfois, et j'ai pas eu le courage de lire mes 20 pages le soir, où je me suis pas assez bien organisé pour le faire avant. Mais globalement, je l'ai beaucoup fait, et il y a eu notamment des périodes où j'ai lu bien plus que ça, parce que clairement, j'ai lu des livres qui m'ont beaucoup plu. Donc, concrètement, j'ai pas réussi, je dois avoir une adhérence de 60% peut-être, globalement sur ces 6 semaines, mais 60%, c'est-à-dire, 4 semaines de suite à lire au moins 20 pages par jour, je peux te dire, j'en ai lu des trucs, concrètement. Je peux te dire que j'en ai abattu des livres. D'ailleurs, j'en ai toute une petite pile là, que je vais pouvoir très rapidement te mentionner, je me dis, pendant que j'y suis, très rapidement ce que j'en ai pensé, typiquement. Alors, comme j'avais dit, l'été d'avant, j'avais déjà lu j'ai déjà lu des livres. Attends, c'était pas celui-là. C'était celui-là aussi. Non, parce que ensuite j'ai une pile à côté de ceux que j'ai prévu de lire. Je vais te mentionner aussi. Cet été, j'ai lu le livre qui s'appelle La prépa physique de l'endurance par Nicolas Vandel. Un livre très complet, très intéressant. Si tu cherches à mieux comprendre comment ça fonctionne, la programmation et le renforcement aussi par rapport à une prépa d'endurance, type course à pied, type vélo, type ski de fond. Typiquement, j'ai tout lu. Très sympa, plein d'exemples d'entraînement, plein de choses, plein de notions aussi qui me servent actuellement dans ma prépa actuelle que je fais solo vis-à-vis de mon programme. Alors, j'ai puisé mon programme dans plein de ressources différentes parce qu'il faut aussi qu'il soit spécifique à la course
que je fais, et c'est une course assez spéciale que je fais. Figure-toi, ça j'en parle aussi dans ma vidéo sur ma chaîne Eric Flack Off. Voilà, j'en parle un petit peu là-dedans. Mais j'ai lu ce livre très en bas. Ça, c'était cet été avant de mettre ça en place. J'en ai lu un autre, dont je vais en parler après peut-être. Qu'est-ce que j'ai lu pendant... Non, bah vas-y, j'en parle maintenant, pour le coup. J'ai aussi lu un livre, alors c'est spécial, parce qu'en fait, j'ai pas envie de lire que des livres. Peut-être que ça déborde un peu le cadre de cet épisode, de trop rentrer dans les détails des livres. Peut-être je ferai un épisode plus dédié, en tout cas sur certains livres que j'ai lus, certains concepts, ça c'est sûr. J'ai lu un livre qui s'appelle Petit éloge de la médiocrité, de Guillaume Meurice. Alors, que dire? Que dire? En fait, je me suis dit, bon, moi j'aime bien le dev perso, tu l'as compris. Je me suis dit, bah c'est intéressant, j'ai envie de lire des choses dans différents sujets. Pas que du dev perso, le dev perso, franchement, ça tourne rapidement en rond. Rapidement, quand t'as lu les 15-20 livres les plus recommandés à ce niveau-là, après, dev perso, il y a beaucoup de domaines, hein. Ça dépend ce que tu inclus là-dedans ou pas. Mais si tu inclus que la productivité, les habitudes, la morning routine, des trucs du genre, un peu stéréotypés dev perso, on a quand même vite fait le tour, hein, qu'on se le dise. Eh bien, je me suis dit, c'est intéressant, parmi la diversité de domaines et de types de lecture que j'ai envie d'avoir, de lire des livres qui sont contre le développement personnel. Ouvertement, littéralement, c'est même le sujet même du livre. J'en ai acheté 2 des comme ça. J'en ai lu un pour l'instant, celui que je viens de te mentionner, qui porte bien son nom, qu'on se dise, Petit éloge de la médiocrité. Éloge de la médiocrité. Alors j'ai lu entièrement ce livre, je l'ai lu assez rapidement, il se lit assez rapidement. En fait, il y a tellement de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord dans ce livre qu'il s'est lu rapidement. Alors, il y avait aussi quelques trucs bien, j'ai envie de dire. Quelques trucs bien, notamment il y avait un truc... il y avait un chapitre que j'avais bien aimé, je crois. C'était un truc par rapport à l'alcool. Et là, j'avais envie de dire, ah, enfin... ah ouais, enfin bref. Le titre indique bien ce que tu trouves là-dedans. Ce n'est pas du tout pour moi, ce n'est pas du tout mon public, je ne suis pas d'accord avec la plupart des choses qui sont là-dedans. Bon, le mec est assez orienté politiquement aussi, hein, j'ai cru comprendre, mais c'est intéressant, j'ai pas envie de lire toujours les mêmes choses, toujours par les mêmes personnes qui pensent toutes la même chose. Et bien là, j'ai eu un petit aperçu de quelqu'un qui pense pas du tout comme moi. En tout cas, sur ces sujets, la plupart du... Pas surtout, mais alors vraiment vanter le fait d'être fier, d'être... mais même, je me disais, enfin, tu vantes la médiocrité sous toutes ses formes. C'est un peu ce que fait ce livre, globalement. Et même j'ai pris des notes, j'ai écrit des trucs, je me suis dit, bah ok, mais du coup... Ouais, c'est littéralement la page où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai écrit, ne pas chercher à s'améliorer, ok. Donc, être un parent médiocre, c'est ok. Littéralement, je me suis dit, moi je lis ça, je me dis, ok, mais alors du coup, où sont les limites? Être un parent médiocre, c'est une bonne chose? Bah, je sais pas si l'auteur serait d'accord. Je pense qu'il serait d'accord parce que tu peux toujours tourner le truc. Oui, tu as le droit d'être médiocre parce qu'il ne faut pas te mettre trop de pression à toi ou à tes enfants pour être parfait, comme la société. Oui, c'est bon, je comprends l'idée. Bref, j'ai lu ça, peut-être que j'en reparlerai une autre fois, plus en détail. Voilà ce que j'ai lu aussi cet été cette fin d'été avant de taper là-dedans. Je vais aller rapidement sur le reste que j'ai lu, du coup, grâce à mon tracker, que j'ai lu, du coup, ces 2 et quelques derniers mois, hein, parce que, spoiler, j'ai continué à lire après ces 6 semaines. J'ai lu, 100 million leads, 100 millions leads de Alex Hormozy. C'est un livre sur la vente, c'est un livre sur le business, sur comment, littéralement, comment donner envie aux gens d'acheter ce que tu as à vendre. Quelque chose d'intéressant pour moi, même si ça s'applique pas directement parce que je suis pas le plus gros business marketeur, entrepreneur en ligne. En ce qui concerne envoyer des emails, typiquement, je suis le pire et j'ai pas envie de le faire. Mais livre très intéressant, j'ai lu The Almanac of Naval Ravikant, donc l'almanach de Naval Ravikant. Naval Ravikant étant un entrepreneur, investisseur assez connu, notamment sur Twitter. C'est un livre qui parle globalement de l'argent et du bonheur. Comment gagner de l'argent, comment être heureux. J'ai beaucoup plus apprécié la partie sur l'argent, j'ai envie de dire, parce que je me suis reconnu dedans, je me suis dit, je dois bien faire les choses apparemment, ça m'a fait plaisir, ça a flatté mon ego, tu comprends. Non, ce sont des très bonnes bases
pour apprendre à gagner de l'argent au sens large du terme, hein, pas gagner vite de l'argent sur Internet ou je ne sais quoi, gagner de l'argent, beaucoup d'argent typiquement. Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est un sujet intéressant. Et le sujet sur le bonheur et tout, j'étais un petit peu moins... pas convaincu, mais c'est juste que en fait j'étais déjà convaincu, du coup ça m'a moins importé, parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'estime très malheureux, et donc la plupart des trucs là-dedans, je me disais ouais bon bah moi ça va hein, du coup du coup cool, c'est très bien, mais pour l'instant ça va, donc voilà. Mais très bon livre, et surtout il y a eu pas mal de recommandations de livres aussi à la fin de cet auteur. En gros c'est pas l'auteur qui a écrit le livre, mais bon c'est pas très important, c'est quelqu'un qui a écrit le livre à propos de l'auteur. Et ouais, c'était sympa. J'ai lu ensuite The Bitcoin Standard. Donc c'est un livre, on pourrait croire que c'est un livre sur le Bitcoin, c'est le cas, mais la partie Bitcoin, elle dure vraiment que peut-être un quart du livre, la dernière partie du livre. Tout le début du livre qui m'a passionné pour le coup. Alors là, je me souviens, il y a eu des journées, j'ai lu 60 pages d'un coup sur je sais pas combien, 200, presque 300. C'est un livre sur l'histoire de la monnaie, concrètement, l'histoire de la monnaie historiquement. Comment ça s'est passé, comment est-ce que la monnaie est apparue, comment est-ce que les monnaies sont disparues, comment est-ce qu'on choisit une bonne monnaie, comment est-ce que on en est venu à ce que les gouvernements impriment à volonté de la monnaie. Très intéressant, très très intéressant. Je ferai peut-être un épisode où je parle de ce que j'ai appris dans ce livre. Évidemment, il termine sur Bitcoin. Bon, moi, Bitcoin, je suis déjà convaincu depuis un bon moment maintenant. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais Bitcoin, personnellement, j'y crois fermement. Alors, ensuite, dernier livre que je viens de terminer, Skin in the Game de Nassim Nicholas Taleb. Un livre intéressant avec pas mal de concepts qui parle du coup du skin in the game. Comment dire, ça parle... Oui, du skin in the game. Ça parle de certaines asymétries qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Typiquement, il dénonce certaines asymétries que tu peux voir, certains manques de skin in the game qu'on peut trouver au quotidien qui créent des dysfonctionnements. Notamment, il mentionne par exemple la crise de 2008, des subprimes, je crois que c'était du coup. Là où tout s'est pété la gueule économiquement en 2008. Pourquoi ? Parce que des banquiers, en fait... des banquiers ont joué aux banquiers. Et à quoi est-ce qu'ils jouent, les banquiers ? Les banquiers, ils jouent à prendre des risques. Et quand ça fonctionne, quand tu prends des risques, eh bien, tu gagnes de l'argent. Qui c'est qui garde l'argent ? C'est les banquiers. Par contre, quand les banquiers, ils font une dinguerie qui est pas censée se produire souvent, mais que la dinguerie se produit, et qu'il y a une énorme perte, eh bien, qui c'est qui paye la perte ? Ah bah non, c'est pas les banquiers. Non, les banquiers, non, ils sont pas responsables de la perte. Ils sont responsables que quand ça fonctionne. Quand la perte arrive, eh bien, c'est tout le monde qui paye à leur place. C'est l'État. Et l'État, on sait ce que ça veut dire. Hein. L'État, c'est les impôts de tout le monde, la plupart du temps. C'est l'État qui vient sauver la grosse banque pour pas qu'elle s'effondre. Et donc, le banquier n'a pas de skin in the game parce qu'il n'est pas responsabilisé assez. Et il donne des exemples, évidemment, notamment d'un mec qui était très présent en 2008, qui a chopé des 120 millions de bonus, qui a chopé des 120... Oui, un truc du genre, il a chopé des 100 millions de bonus l'année d'avant, et l'année d'après, en 2008, quand tout s'est pété la gueule et que la faillite était au bord, eh ben lui, on lui a pas demandé de rendre les millions, tu vois. On lui a pas demandé... Les millions, il les a gardés, t'inquiète, il les a gardés, les millions. Tout ce qu'il a dit, c'est « Ah, désolé les gars, vous savez, de temps en temps, il y a un événement extraordinaire, le Covid, des crises financières, des choses comme ça. Moi, j'y suis pour rien. Et c'est justement, il dénonce pas mal là-dedans. En fait, il vante le skin in the game. Le skin in the game, c'est le fait de prendre des risques. Globalement, c'est une question de responsabilisation personnelle, de ne pas être complètement déconnecté entre la théorie et la pratique. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, j'ai bien aimé, franchement. C'est des concepts, hein, principalement. Est-ce que j'en ai retiré des choses extrêmement précises ? Oui, notamment, il y a un truc sur une règle. Mais comme je l'ai dit, c'est pas le sujet. Cet épisode va déjà être assez long. Je vais pas te raconter tout ce que j'ai appris dans ces livres. Mais voilà les livres que j'ai lus. Voilà, comme ça, t'es au courant. Ça te fait une petite inspi, peut-être. Et j'en ai, pendant que j'y suis, ceux que je suis en train de lire. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire là maintenant ? Je suis en train de lire celui-ci que j'ai commencé il y a pas longtemps. Six Easy Pieces de Richard Feynman. Richard Feynman est un physicien très connu de la fin du XXe siècle. Peut-être après Einstein, un des plus grands physiciens ou des plus connus, qui est mort en 88.
et qui était apparemment extrêmement populaire, de par évidemment les choses qu'il a faites, il a eu un prix Nobel, etc., mais aussi un très très bon professeur. Et en fait, c'est un livre sur la physique. Et oui, comme j'ai dit, j'ai décidé de ne pas lire que des livres de non-fiction purement dev perso ou choses du genre. Eh bien, je lis actuellement un livre sur la physique. Là, j'ai terminé le premier chapitre. On a parlé des atomes, de comment est-ce que ça fonctionne, de comment est-ce que ça change, de pourquoi est-ce que les atomes, ils bougent très vite ou pas. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça veut dire quand l'atome il bouge très vite, les atomes bougent très vite? C'est généralement que la température a augmenté, voilà. Je m'instruis, c'est très intéressant, c'est des fondamentaux qui sont des fondamentaux de culture générale, qui sont à la fois intéressants, importants, en tout cas je trouve personnellement intéressant, c'est sûr, et qui restent accessibles également, parce que là, en gros, ils ont pris les lectures, les cours de ce prof sur 3 ans, et puis ils ont tiré 6 leçons. Donc c'est des vrais cours qui ont été donnés à l'université, 6 leçons qui sont les plus accessibles pour les débutants comme moi, parce que la physique, putain, la physique, j'en avais rapidement parlé, mais alors putain, moi j'avais fait option maths physique, quand je pouvais choisir au lycée, j'avais pris option maths physique. En maths j'étais bon, en physique j'étais une énorme douille. Pourquoi j'étais une douille en physique? Parce que je sais pas, je refusais d'apprendre. Il y avait un livre, j'apprenais pas, du coup, je me suis tapé des zéros à l'oral de physique. À mon examen du bac, j'ai eu la note la plus petite qu'on puisse avoir en Suisse à l'oral de physique. Parce que j'avais rien compris, rien révisé, bref. Je rattrape mon retard, mais à culpa. La physique n'est pas complètement inintéressant. C'est une des sciences qui est quand même assez précise, hein, où il y a quand même pas énormément de part à l'interprétation pour certaines choses. Les maths, ce genre de choses, c'est quand même assez précis. Tout ça pour dire, je lis ça, c'est intéressant. J'en ai commandé d'autres dans différents domaines. J'ai Le Petit Prince. Voilà, je me suis dit, des classiques. Ça va se lire rapidement, ça, mais il y a quelques grands classiques comme ça, tu vois. Même, j'ai jamais vraiment su. Le Petit Prince, c'est très connu. Je connais le nom, mais je connais pas le livre. Je ne sais même pas. Est-ce que c'est vraiment que pour les enfants? Parce que c'est l'image que j'en ai. Mais apparemment, c'est des classiques très intéressants. Donc de Saint-Exupéry. J'ai pris un autre livre sur l'argent, Broken Money. Donc ça c'est sur les systèmes financiers, mais je vais peut-être pas le lire tout de suite parce que j'ai déjà lu celui sur le Bitcoin. The Rational Optimist, l'optimiste rationnel. The Sovereign Individual, l'individu souverain. Voilà, des livres de souveraineté individuelle, figure-toi. Et j'ai aussi, alors celui-là, bon, je l'ai pas encore commencé, hein, qu'on se le dise. C'est une brique, une énorme brique. Microéconomie, 9e édition. Ceci est littéralement un livre que j'ai eu en cours à l'université, en HEC. Parce que moi, j'ai fait HEC Lausanne, donc Haute École de Commerce. À Lausanne, j'avais des cours de microéconomie, de macroéconomie. La microéconomie, c'est quelque chose d'assez dur, j'ai envie de dire, comme science. Un peu comme la physique, il y a quand même des... Oh, putain, c'est une énorme brique, le truc. Littéralement, 750 pages. Et c'est un livre de cours, donc c'est dense, c'est précis et tout. Alors je vais le feuilleter, je vais peut-être pas tout lire, mais peut-être que je me suis surchauffé à ce moment-là. Hein. Je me suis chauffé, je me suis dit, on va prendre des livres un peu variés. J'ai pas voulu prendre des livres d'histoire, géo et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins, mais je vais peut-être y venir un jour, parce que ça peut être intéressant. Même si l'histoire est... Voilà, l'histoire est quand même un tout petit peu subjective parfois, il paraît, en fonction de qui l'a écrite, notamment. Mais voilà, tout ça pour dire, j'ai un énorme livre sur la microéconomie que j'aimerais bien attaquer une fois. Bref, c'était assez long, mais comme ça, t'as eu une petite review pendant qu'on y est, une petite book review, ça faisait très longtemps, petite book review du moment. Et comme tu l'as compris, je lis tous mes livres en format papier. J'ai un Kindle, mais je préfère le papier, définitivement. Je trouve ça plus sympa, ça me permet de ne même... Alors c'est pas un écran comme les autres, le Kindle, mais même, je préfère le papier, ressentir le papier, écrire mes petites notes, surligner au stylo, parce que quand je lis, j'ai toujours un stylo avec moi, et je souligne l'essence de ce que je trouve intéressant, pertinent, ou surtout, ce qui me permettrait de relire le livre très rapidement, c'est-à-dire que je n'ai qu'à relire ce que j'ai souligné, et ça me permet de bien relire un livre sans avoir à relire un livre. Vois-tu. Bref, je m'arrête là, je crois que j'en ai assez parlé. Et on passe à l'habitude. Qui n'a pas rencontré le plus grand succès 23h30, lumière éteinte. Alors, que dire? Comment dire? Je pense que je ne suis à peine à 50% de réussite là-dessus. Même pas, globalement. Je suis même surpris là de voir que mine de... Ah mais non, je regardais
Je regardais pas la bonne ligne, putain. J'étais en train de regarder la ligne de la lecture et je me disais, ah, mais en fait, j'ai assez bien réussi, hein. Alors non, absolument terrible. Non, 50%, c'est une énorme erreur. Combien de fois est-ce que j'ai coché ma case sur 6 semaines? 2, 4, 6, 8, 10. 10 jours sur 42. Donc à peine un quart de fois, j'ai validé ça. Seulement au début d'ailleurs. Première semaine, 6 jours sur 7, j'ai réussi. Ensuite, plus que 3 jours. Ensuite, plus qu'un jour. Bref, c'est un énorme échec. C'est un énorme échec. J'ai fini par abandonner. Beaucoup trop d'échecs. Ça indique un problème quelque part. Tu vas voir, j'ai fait des modifications drastiques dans les modifications parce que ça, c'est pas possible de garder un truc. Hein. Littéralement, les 3 dernières semaines, j'ai jamais coché la case. J'ai même plus cherché à la cocher. Qu'on se le dise, j'ai complètement abandonné. Je le reconnais, j'ai abandonné après 3 semaines ce truc, surtout qu'après il y a eu le taf sur la vidéo Ironman, enfin bref, je me couchais à pas d'heure, c'était impossible. Et en plus, comme je l'ai dit, je négociais même avec moi. Pour être honnête, pour être totalement honnête avec toi et avec moi-même, j'ai coché 10 fois la case, mais peut-être que j'aurais dû techniquement la cocher que 2 fois. Pourquoi ? Parce que voyant à quel point c'était difficile, eh bien, j'en suis arrivé à me dire, bon, Eric, tant qu'il est pas 23h45, sincèrement, tu peux cocher, c'est un bel effort. C'est un bel effort. Entre 23h30 et 23h45, tu peux quand même cocher. Franchement, ça mérite. Et effectivement, je me suis permis de cocher. Je me souviens même d'une ou 2 fois, avec ma copine, hein, du coup, forcément, on était les deux d'accord pour essayer, et on a les deux pas réussi pour le coup. Enfin, voilà. Normalement, la motivation aide. Ça aide la motivation d'avoir quelqu'un pour essayer de faire les choses avec toi, que ça soit t'entraîner, courir, suivre un régime, te coucher tôt, je ne sais quoi. Alors là, on a eu du mal. Hein. Nous, on aime bien se mettre au lit, pas si tôt. On aime bien passer beaucoup de temps dans le lit, à discuter, à lire maintenant aussi, etc., à faire d'autres trucs, tout ça. Donc, c'était pénible et c'est devenu contraignant. Et bref, c'est un échec. Comme j'ai dit, des modifications s'imposent. Et je vais en parler juste après. Mais il reste encore la dernière petite case que j'avais décidé d'essayer de remplir. C'est vis-à-vis du piano. Et là, globalement, du coup, les 20 minutes, 3 fois par semaine, les 2 premières semaines, c'était imperfect. Les 3 et 4e semaines, je suis tombé à 50% d'efficacité, c'est-à-dire que sur les 6 que j'aurais souhaité, j'en ai fait que 3. Et les 2 dernières semaines, c'est un échec, parce que, à nouveau, gros travail, là, j'ai complètement laissé tomber. Le piano, tout comme la lecture, tout comme tout ce que j'ai mentionné. Enfin bref, c'est mal tombé, ou j'étais mal organisé, comme j'ai dit. Et ça n'était plus assez prioritaire par rapport au travail que j'avais toute la journée. Donc globalement, plutôt content parce que j'ai quand même joué un certain nombre d'heures, parce que quand je jouais, c'était plus que 20 minutes. Donc fondamentalement, je suis assez content parce que ça m'a permis de renouer un peu avec mon piano que j'avais quand même assez peu utilisé l'année dernière, avant. Dans la prépa Ironman, j'ai pas touché le piano comme j'ai dit. Donc je suis bien content, j'ai pu reprendre mon répertoire, reprendre ce que je sais, reprendre beaucoup de plaisir à jouer des 40-45 minutes de suite et être très satisfait. Donc il y a eu des turbulences à un moment donné, notamment sur la fin à cause de mon travail, mais quand même, je suis content et j'ai envie de continuer à faire cela, à me mettre la pression de continuer, parce que j'ai pas du tout envie d'être une des personnes, et voilà, ça arrive évidemment, mais j'ai pas envie d'être la personne qui a joué longtemps au piano quand elle était jeune, et ensuite, elle a arrêté, elle a oublié, et elle trouve ça dommage, parce que la plupart des gens que je connais à qui c'est arrivé, j'ai des gens dans mon entourage, ils faisaient un instrument de musique avant, quand ils étaient enfants, après ils ont arrêté pour je ne sais quelle raison, et aujourd'hui, quelque part, ils regrettent, parce que ils auraient aimé... Parce que ça part en fait, quand tu l'entraînes pas, ça part, et ensuite tu culpabilises un peu, tu te dis que ça va être dur de récupérer, alors que ça sera toujours beaucoup plus rapide de récupérer que de l'obtenir la première fois, et au final tu le fais jamais, enfin, pas toujours, mais j'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. Ça fait littéralement la moitié de ma vie, plus de la moitié de ma vie que je fais du piano, putain. J'ai commencé le piano avant la muscu, bordel. C'est fou ça maintenant, quand j'y pense, ça va bientôt faire 20 ans que j'ai commencé le piano, putain. C'est ouf. Et justement, j'ai pas envie de perdre ça. Donc même si c'est pas la plus grosse priorité de ma vie, même si c'est clairement pas la plus grosse priorité de ma vie, c'est pas la première passion dans mon quotidien, dans mon esprit, mais comme j'ai dit,
C'est important pour moi d'essayer de le maintenir. J'ai envie de pouvoir jouer du piano à mes enfants aussi, tu vois. J'ai envie d'être le père qui laissait des souvenirs de ah oui, je me souviens quand j'étais petit, mon père jouait du piano et nous on l'entendait dans la chambre. Je romance le truc. Laisse-moi romancer ma vie, s'il te plaît. S'il te plaît, je fais tout ce que je peux pour. Et pour que ça soit pas qu'une romance non plus, mais tu vois où je veux en venir. J'ai envie de garder ça et du coup je suis content d'avoir réussi à garder un certain rythme. J'ai vérifié que je prends un gros plaisir à jouer du piano quand j'arrive à me mettre devant. Et ce tracker m'a beaucoup aidé à le faire, et je l'ai réimplémenté, comme on va le voir juste après. Car comme je l'avais rapidement mentionné, du coup ce tracker s'est arrêté au 1er décembre. Tu l'as compris, j'étais dans un rush, donc je n'ai pas continué le tracker tout de suite. J'ai attendu d'être rentré de vacances. Je suis rentré de vacances le 10 janvier, et j'ai recommencé le 13 janvier, un nouveau tracker, avec à nouveau 5 habitudes à suivre qui ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a une que j'ai enlevée. Devine laquelle j'ai enlevée. Écoute, la réponse arrive tout de suite. Je suis reparti, ça fait bientôt 3 semaines que je suis dedans et je vais rapidement te mentionner du coup ce que j'ai décidé de modifier après avoir appris. Car, comme je l'ai dit, j'ai visé un peu trop gros, manifestement. J'ai pas tout réussi, c'est que soit j'étais mal organisé, ce qui a été un peu le cas, soit j'ai eu une exception, mais bon, c'est une exception de mauvaise organisation quand même, cette exception d'avoir beaucoup de travail. Soit globalement j'avais visé trop haut ou je ne savais pas exactement dans quoi je m'engageais. Donc je vais rapidement pouvoir repasser sur tout ça. On commence avec l'exposition au froid. Alors l'exposition au froid, il n'y a rien à dire, on prend les mêmes et on recommence. C'est validé. Subjectivement, c'est bénéfique pour moi, je trouve, depuis des années. Et en hiver, c'est utile. Le matin, je suis content. J'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Ça renforce ma discipline, ça renforce tout ce que j'ai mentionné avant. Donc exposition au froid, c'est la même, j'ai gardé et depuis, je n'ai rien raté. D'ailleurs, c'est dire, hein, j'ai presque un full perfect sur ces 3 premières semaines. Alors pas entièrement, il y a eu un petit truc, je vais mentionner que j'ai pas bien réussi, mais 4 habitudes sur 5 full perfect. Donc à voir que j'ai quand même un petit peu mieux calibré le truc. Car un exemple de ça, c'est que les 10 000 pas se sont transformés en 7 000 pas. Et oui, 10 000 pas, c'est trop pour moi, je trouve. Parce que c'était trop contraignant certains jours d'avoir à faire ça. Concrètement, quand je me retrouvais à 7000 pas le soir et que je devais encore marcher une demi-heure de plus, eh bien je me disais mais en fait c'est con, j'ai pas envie de... Enfin parfois c'était con, parfois je me disais bon... Alors évidemment que c'est pas mauvais pour moi d'aller faire 3000 pas de plus, ça évidemment jamais. Par contre, est-ce que c'était la meilleure utilisation de mon temps parfois le soir, quand j'aurais pu passer plus de temps à essayer de me coucher plus tôt plutôt que d'aller marcher tout seul dehors? Alors c'est sympa d'aller marcher tout seul dehors, tu peux réfléchir, etc. Marcher, c'est génial. C'est pour ça que 7000 pas, je trouve ça très bien, mais je trouve que... Et d'ailleurs, je le confirme, après presque 3 semaines, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, car... parce que, en plus, là, je suis dans une prépa. Littéralement, là, le 19 janvier, j'ai eu 24 000 pas, tu vois. 24 000 pas. Ça, c'était une sortie longue de 27 km. J'ai été courir 27 kills. Alors évidemment, si tu fais 30 000 pas un jour et puis 3 jours de suite et ensuite 30 000 pas, c'est pas bon. Le but, c'est pas tant d'avoir une moyenne, même si la moyenne compte quand même un peu, que d'avoir une activité physique régulière, non sédentaire. C'est pour ça que je maintiens un minimum, mais le minimum, je le veux à 7 000. Je trouve ça beaucoup plus adapté pour moi par rapport, en fait... Ça concerne que les jours où je ne vais pas courir actuellement, car je vais courir 4 fois par semaine, donc les 3 autres jours où ce n'est pas le cas, généralement, je commence la journée parfois en sortant mon tapis. Je fais 3-4 000 pas dessus, en buvant mon café, en travaillant un petit peu comme j'ai dit. Ce qui est chiant, c'est que souvent je fais en sorte de garder le bras le long du corps pour que ça compte mes putains de pas, tu vois, toujours. Mais ça m'est arrivé, je le dis, une ou 2 fois ça m'est arrivé de travailler beaucoup, de marcher beaucoup sur mon tapis et de ne pas me référer à ma montre parce que en fait je sais que ma montre elle comptait rien et de savoir que sur le tapis c'était déjà écrit parce que le tapis il compte mes pas. Donc des fois, 1 ou 2 fois j'ai coché la case alors que c'était pas écrit sur ma montre quand même pour pas être complètement con non plus, tu vois. Il faut certaines limites, certaines rigidités, mais faut pas être stupide. Donc des fois je le savais que j'avais fait mieux, mais alors du coup j'ai pas pu écrire combien j'avais fait parce que je savais pas précisément. Je me suis pas amusé à faire des comptes. Le but c'est de trouver le juste milieu entre la responsabilisation d'avoir quelque chose qui te permet de dire oui ou non c'est fait, et le fait de pas être complètement con non plus en mode le faire pour le faire ou savoir exactement comment est-ce que tu l'as fait ou à quel point tu l'as fait précisément. Bref, 7000 par jour, c'est parfait pour moi. Si je ne courais plus,
si je n'allais plus courir régulièrement, là, clairement, peut-être je bumperais à 8 ou 10 000, ce serait d'autant plus intéressant, mais étant donné que je fais de la course à pied et que je te tape des 24 000 pas de temps en temps aussi, je crois que niveau sédentarité, je suis bien actuellement. Et même, j'ai été regarder sur mon téléphone, parce qu'en fait, ma montre, évidemment, renvoie tout sur mon téléphone, j'ai pu aller regarder. Typiquement, j'ai regardé de fin janvier 2023 à fin janvier 2024, donc pendant l'année dernière, j'ai marché 3 320 000 pas. C'est une moyenne quotidienne de 9200, presque 9200. Donc, alors ça comprend ma prépa Ironman et tout. Donc, j'ai presque 10 000 pas de moyenne, quand bien même c'est sous-évalué, quand bien même je ne portais pas ma montre tout le temps pendant la prépa. Et bon, évidemment, c'est un tout petit peu biaisé par des jours comme le 24 août. Le 24 août 2024, j'ai fait un Ironman, donc tu vois, j'avais quand même 50 000 pas, 50 000 pas sur la journée, donc tu vois, il y a ce genre d'extrême qui biaise la moyenne. Mais tout ça pour dire, j'aime bien cette formule, on se tient au courant peut-être, mais là pour l'instant j'ai tout validé, entre 7 et 17 000, là, non 24 000 comme j'ai dit, mais le minimum des fois c'est 7, et 7 je suis content, parce que 7 c'est 1 heure, tu vois, 10 000 pas c'est à peu près 1h30, 7 000 pas c'est marcher, voilà, ça dépend de la vitesse, ça dépend comment tu marches aussi, mais c'est marcher entre 45 minutes et 1h10, j'ai envie de dire. Donc perso, je trouve ça bien. C'est validé. On passe à la suite. Et la suite a aussi été revue un petit peu à la baisse. Figure-toi, je me suis quand même vachement emballé quand j'ai dit 20 pages par jour. J'ai dit 20 pages par jour, je me suis dit, je ne veux pas être comme tout le monde. Tout le monde, qu'est-ce qu'il met? Il met 10 pages. Ça y est, je m'incline. Je suis comme tout le monde à présent. J'ai baissé à 10 pages par jour. Parce que j'ai réalisé que déjà, il y avait... Je trouve que ça overlap déjà plus. Le fait que si un jour je fais 60, eh bien pour moi c'est une meilleure excuse pour peut-être faire un peu moins les jours d'après. Et donc les jours où je faisais 60 pages, le lendemain de quand même devoir faire 20, je me suis senti un peu inutilement forcé, tu vois. Et ça c'est pas du tout le but avec ce tracker. Donc c'est pour ça, tu réajustes, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que, oui, à part l'exposition au froid, il n'y a aucune autre habitude que je n'ai pas modifiée ou changée d'ailleurs. Donc je passais de 10 000 à 7 000 pas, là je passe de 20 à 10 pages par jour. 20 pages c'était un peu overkill, lire 20 pages ça prend quand même entre 30 minutes et 1 heure. Quand même, 1 heure par jour quand tu arrives le soir et qu'en plus t'as l'espoir de te coucher à 23h30, des fois je me suis juste rendu compte, j'ai mal organisé le truc, j'étais trop contraint, fallait vraiment que je me mette au lit à 22h30 et me mettre au lit à 22h30. Mais c'était quelque chose de bien trop différent d'habitude pour que ça puisse fonctionner, tu vois. J'étais complètement en dehors de la réalité quand j'ai fixé tout ça, parce que toutes ces choses qui me contraignent en plus par rapport à mon heure de coucher le soir ou mon heure d'aller au lit, c'est pour ça qu'il y a eu des soucis et que j'ai décidé de modifier ces choses. Là, 10 pages par jour, c'est très bien, je vais pas à nouveau reparler de tout ça, autre que, dernière chose que j'ai pas mentionnée, c'est que, tu vois, 10 pages par jour, c'est 300 pages par mois minimum, parce que le but c'est, si tu t'y tiens, de faire 10 pages. Et 10 pages, des fois ça va plus vite, hein. Genre, à toi de décider comment tu les comptes, mais des fois, quand t'as une page à moitié remplie parce que tu changes de chapitre, quand tu changes de chapitre, des fois il y a une page blanche, mais elle est quand même numérotée. Est-ce que tu la comptes? Est-ce que tu la comptes pas? Voilà, chacun ses bails. Je te laisse décider comme tu veux. Moi, des fois, je les ai comptés, j'avoue, des fois, je les ai comptés. Voilà, des fois, il y a des livres, c'est écrit plus gros, c'est écrit plus petit. Écoute, toutes les pages ne sont pas égales. C'est comme ça dans la vie. La vie est injuste. Toutes les pages ne sont pas égales. Donc, je te laisse compter ça comme tu veux. Mais techniquement, j'ai toujours lu 10 pages, au minimum. Et j'en ai lu bien plus. Rien qu'avant hier, là, j'ai fait une pause l'après-midi. J'ai lu au moins 30 pages. J'ai terminé le livre Skin in the Game, là, dont j'ai parlé. Tout ça pour dire que 300 pages par mois, c'est 10 à 15 livres par an. C'est à peu près un livre par mois. Et un livre par mois, c'est... Sans entrer dans la masturbation intellectuello-dev perso, du genre, une fois que j'ai terminé ma douche froide, je vais méditer, puis ensuite je vais lire mes 14 000 livres par vie. Eh bien, il y a quand même des avantages là-dedans. Et lire un certain nombre de livres, encore plus quand tu les as choisis, parce que ça te fait kiffer, c'est cool. C'est une belle valeur sûre, j'ai envie de dire. Ça, j'aimerais bien le garder toute l'année, sincèrement. La douche froide, moins... essentiellement, je trouve ça moins important. Lire régulièrement, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Surtout, ouais, je sais pas. Ça encapsule tellement de choses que j'aime et qui sont importantes dans ma vie. D'apprendre des choses, de continuer à apprendre, évoluer, m'éduquer,
m'éduquer. L'éducation, ça a une connotation extrêmement liée à l'éducation obligatoire, l'école. Éducation égale école, sauf que l'école, t'as terminé, je sais pas, à 12, 15 ou 18 ans, ou ça dépend, hein, les études que tu fais. Et à partir de là, il te reste toute ta vie. C'est-à-dire que t'as 15 ans de suite où on t'oblige à apprendre des trucs, plus ou moins inutiles à apprendre, hein, qu'on se le dise, mais quand même, globalement, c'est cool. Et tout le reste de la vie, il te reste tout le reste, le plus déterminant, dans lequel c'est vraiment là, quelque part, que la vraie différence sera faite par rapport à ce que tu vas apprendre entre le moment où t'es né et le moment où c'est la fin, quoi, la plupart du temps. Et les livres sont un excellent moyen, très accessible et génial de faire cela. Voilà, j'ai assez vanté les mérites de l'auto-éducation, j'espère. J'arrête d'enfoncer cette porte ouverte, mais ça me tient à cœur et donc je partage les choses qui me tiennent à cœur. C'est bien le but du podcast. On passe à l'habitude d'après. Alors, 23h30 couché. Devine qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai décidé de la virer. Je me suis dit, non, c'est un échec crucial. J'ai décidé d'abandonner. En tout cas, pour l'instant, abandonner. C'est idéal, quelque part peut-être mal placé en ce qui me concerne, que d'absolument vouloir me coucher tôt ou me coucher toujours à la même heure. Écoute, ça n'a pas marché. Je décide de relever le pied à ce niveau-là et de mettre et j'ai décidé de le remplacer par autre chose. Donc, terminé, plus de pression à me coucher. Je me contente d'essayer de dormir suffisamment toutes les nuits, ce que je fais toujours de toute façon, hein. Ça, grâce à ma liberté d'emploi du temps, c'est quelque chose de non négociable, hein, de dormir toujours entre 8 et 9h30 toutes les nuits. Ça, c'est quelque chose, en plus j'ai besoin parce que je fais beaucoup de sport, etc. Mais je l'ai remplacé par quoi? Je l'ai remplacé par... Alors je l'ai écrit, je savais pas trop comment l'écrire, j'ai écrit bloc réseau quotidien. En gros, j'ai mis en place une nouvelle action du coup. J'ai réalisé, ça fait très longtemps que je le sais, que je perds beaucoup de temps tous les jours sur Instagram et sur YouTube. Ce sont les deux réseaux qui me pompent mon temps. YouTube, j'adore, je regarde beaucoup de vidéos le matin souvent, je me lève, je me mettais sur mon tapis, je prenais mon café, je regardais des vidéos et du coup, une chose en entraînant une autre, il est 11h30, j'ai toujours rien fait, à part regarder des vidéos. Et à ce niveau-là, j'ai été influencé par ma copine, que je pense pas qu'elle va écouter ce podcast, mais que je salue et que j'aime très fort, qui m'a influencé en fait, parce qu'elle a mis ça en place sur son téléphone, peut-être même plusieurs mois avant que je le fasse, au moins 2 mois avant. Je sais plus, elle avait du mal avec Facebook et Instagram notamment, et elle avait téléchargé une application, comme ça existe, comme j'étais sûr que je savais que ça existe, qui te bloque en fait ces applications dans une certaine tranche de la journée typiquement. Elle avait décidé de n'avoir accès à Facebook et Instagram que entre 17h et 22h tous les jours. Parce qu'elle réalisait que elle avait tendance à juste scroller indéfiniment sur Insta, sur Facebook, tout ça, et qu'elle n'aimait pas du tout se voir faire cela. Et je suis très admiratif de cette initiative qu'elle a prise, et que j'ai fini par me dire, mais en fait, moi aussi, en fait, en fait, pourquoi, vas-y, c'est trop stylé, moi aussi je veux faire ça. En plus, on le fait les deux aussi pour le coup. Et j'ai attesté du fait que ça lui a servi, qu'elle était contente. Alors des fois, elle a eu des hauts et des bas, quoi. On va en parler un tout petit peu peut-être de ça, parce que j'ai décidé de mettre en place quelque chose de similaire. Je vais pas trop m'attarder, le podcast est assez long, mais c'est quand même quelque chose qui peut t'inspirer, car ça pourrait clairement servir. J'ai mis en place personnellement un bloc de tout. Alors moi, c'est surtout Instagram, YouTube, j'ai mis Twitter pour faire bonne mesure. Tous les jours de midi à 13h. En fait, je ne peux rien utiliser sauf de midi à 13h et de 18h à 22h. Donc entre midi et 1h, je peux aller sur Insta, sur YouTube, etc. Et de 18 à 22, je peux. Et entre-temps, je ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, il y a du très technique, du très pratique. J'ai téléchargé, installé, utilisé un outil sur l'ordinateur qui s'appelle Cold Turkey, qui veut littéralement dire dinde froide. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais j'avais même mentionné cela dans l'épisode 22 sur les méthodes de se forcer à passer à l'action et tout. Et finalement, j'ai pris mon propre conseil, c'est-à-dire, bon, Eric, t'as envie d'utiliser un outil, tu en connais un, va voir, est-ce qu'il fonctionne? Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors j'ai payé 40 balles, je recommande enfin un outil qui ne te demande pas de payer tous les mois, j'en ai marre de ces souscriptions à la con là. Mais là, j'ai juste payé 40 balles à vie, et avec ça, tu peux bloquer ton ordi de tout plein de façons, etc.
de façon plus ou moins extrême pour désactiver le bloc. Parce qu'évidemment, la grosse tentation, c'est de savoir que t'es bloqué et de savoir que tu peux aller dans l'application pour enlever le bloc. Chose duquel on peut tous plus ou moins devenir être coupable. Et les mecs ont poussé le truc tellement loin, évidemment, l'application est faite juste pour ça, donc évidemment qu'ils ont pensé à tout. Tu as plein de façons de forcer ton blocage. Tu peux même entièrement coincer ton ordi si tu veux avec ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as lancé, l'ordi est inutilisable. Peut-être même si tu l'éteins et que tu le rallumes. Je sais plus. Je sais que parfois, quand tu l'éteins et tu le rallumes, c'est une façon de bypass le truc. Mais parfois, il suffit d'une simple friction, en fait. Parce que tu peux ne mettre aucun bloc. Ça, c'est une des premières options que tu as. C'est-à-dire que tu peux dire que à tout moment, tu fais 2 clics et puis c'est désactivé. Alors là, c'est vraiment pas quelque chose de très fort. Tu peux mettre un timer, c'est-à-dire que tu peux décider, ok, c'est bloqué entièrement pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, donc tu fais ça ponctuellement. Tu peux, et c'est ce que moi j'ai choisi, tu peux décider que pour le débloquer, tu vas devoir taper un texte random d'un certain nombre de caractères. Par exemple, tu vas devoir taper 400 caractères random. Et moi, il me le dit, ça prend à peu près 1 minute. Et il faut taper comme ça tout ce qui est écrit. Donc en gros, moi, mon but, c'est pas, je suis pas complètement accro, tu vois. Le but, c'est qu'il y ait de la friction. Si je veux aller, en fait, mon but, c'est que quand machinalement j'ouvre YouTube pour aller regarder une vidéo parce que j'ai pris la mauvaise habitude de le faire, eh bien, que ça soit écrit, désolé, c'est bloqué, parce que c'est ça qui est écrit. Tu ouvres le truc, c'est écrit, désolé mon con, c'est bloqué. Reviens à 18h si tu veux pouvoir regarder YouTube. Là, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, j'ai décidé d'arrêter. Et je l'ai fait 1 ou 2 fois, parce que parfois j'ai des urgences. Non mais j'ai des urgences professionnelles en fait, vu que en fait c'est aussi mon travail, Instagram et YouTube. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de le débloquer pour pouvoir aller sur Instagram, parce que par exemple pour le compte de ma boutique sur Instagram, on reposte des trucs Instagram des autres, des gens qui utilisent des clients qui utilisent nos produits, et donc il fallait que j'aille vérifier la vidéo d'un mec pour qu'on reposte ça. Mais bon, vu qu'Instagram est bloqué, qu'est-ce que je fais? Je débloque Instagram très rapidement pour le faire. Mais c'est pour dire que je peux te dire, c'est chiant de taper du texte. Là j'ai mis quoi? J'ai mis 300 caractères. Donc je peux le faire, mais voilà, ça prend du temps. Et donc ça rajoute de la friction. Mon ordi n'est pas complètement bloqué. Si j'ai une urgence, je peux. Mais voilà. Il y a autre chose, c'est que tu peux mettre... il y a une autre option, c'est que tu es obligé... En fait, tout est bloqué jusqu'à ce que tu éteignes ton ordi. Tu peux très bien dire, bloque-moi entièrement jusqu'à ce que j'éteigne l'ordi. Donc tu es obligé d'éteindre l'ordi. Et donc tu sais que pour réactiver, tu vas devoir éteindre, rallumer, ça prend du temps, ça te saoule, donc c'est une friction en plus. Et il y a l'option ultime, dont j'ai déjà parlé, c'est de mettre un mot de passe. Typiquement, tu peux demander à quelqu'un de mettre un mot de passe sur l'application, et sans le mot de passe, tu ne peux pas désactiver ce truc. C'est-à-dire que tu éteins l'ordi, tu le rallumes, etc. Je crois, j'ai pas essayé, j'avoue. Est-ce que si tu perds le mot de passe, t'es complètement baisé ensuite? Non, il doit y avoir moyen, quand même y avoir moyen de récupérer le mot de passe. Je pense, parce que je pense pas que ça t'explose ton ordi forever. Tout ça pour dire, voilà ce que j'ai utilisé, tous les jours, sauf le dimanche. Je suis bloqué plus ou moins toute la journée, à part entre midi et 1h. Le dimanche, open bar, le dimanche, c'est sacré. J'ai testé d'abord 6 jours par semaine, donc le dimanche, je ne mets pas de croix, parce que le dimanche, le truc n'est pas actif. Et voilà. Et sur le téléphone, pendant que j'y suis, sur le téléphone, j'ai utilisé une application qui s'appelle AppBlock, tout simplement. J'ai réussi à m'en sortir avec la version gratuite, parce que ces abrutis, si je puis me permettre, comme toutes ces applications-là, veulent toujours te faire payer un putain d'abonnement. Je ne veux pas payer d'abonnement, les gars. Je sais que c'est un très bon business model, je sais que c'est un bon moyen de gagner beaucoup d'argent, avec plein de gens qui les désactivent jamais. Mais ça m'a saoulé. Mais cette app, j'ai réussi à rester dans les fonctionnalités gratuites en me bloquant tout simplement. Voilà, exactement ce que j'ai dit. Donc, de 13h à 18h et de 22h à midi, c'est bloqué. Par contre, là, je t'avoue, moi, j'ai rien mis. J'ai juste mis là, à tout moment, si je vais dans l'application et que j'appuie sur pause, je peux faire une pause et puis ça y est, je peux aller sur Insta. Donc, ça me prend littéralement 10 secondes à désactiver. Mais je ne l'ai jamais fait en dehors de mes obligations pour le travail. Des vraies obligations pour le travail. Ça, c'est une question d'honnêteté personnelle, bien sûr. Mais là, quand j'appuie sur Instagram, machinalement, ce qui m'arrive, hop, Instagram est bloqué. L'appareil est bloqué jusqu'à 18h. Vous avez essayé de l'ouvrir 27 fois aujourd'hui.
Il me dit combien de fois j'ai essayé d'ouvrir aujourd'hui. Alors ça compte les fois où, parce que là j'enregistre ce podcast, il est 17h20, donc je suis toujours bloqué sur Instagram, figure-toi. Mais entre midi et 1h, j'ai pu y aller. Et heureusement, oh putain, il y a une pub, évidemment, vu que c'est gratos, il y a de la pub. Moi, il faut que je travaille quand même, il faut que je publie des stories sur Instagram et tout, donc j'avoue que ça a bien marché, hein, sincèrement. Ça a très bien marché, ça fait 3 semaines maintenant que j'utilise ça. Je suis moins déconcentré, je suis plus productif, parce que c'est quand même le but aussi là, c'est une question de travailler de façon plus efficace, sans être distrait. J'ai recueilli les notes pour ce podcast en étant interdit comme ça, interdit c'est un mot fort, en me contrôlant pour cela. Et je suis très satisfait de ça après 3 semaines, sincèrement. Très content, j'aurais dû faire ça plus tôt. J'espère que ça va durer, que ça va tenir. Peut-être je vais relâcher un peu la pression une fois, peut-être que j'augmenterai la marge. Mais pour l'instant, je trouve que 5 heures par jour, c'est bien. Surtout que je ne passe pas 5 heures sur mon tel. Hein. Clairement, entre midi et 1h, des fois, je suis en train de faire autre chose. Et le soir, il suffit que j'ai une soirée, on va au resto, on fait des trucs. Littéralement, je ne vais pas sur Instagram. Alors j'y vais toujours une petite fois quand même. Quand je suis au chiottes, 5 minutes pour aller regarder les stories des gens et tout. Ça permet de réaliser aussi que clairement, une fois par jour, 10 minutes, c'est largement suffisant pour ne rien rater. Parce que cette peur de rater quelque chose, tu sais, cette FOMO des réseaux sociaux, on se fait complètement dominer par cette FOMO. En tout cas, c'était mon cas dans une certaine mesure. Alors que si tu peux juste y aller 10 minutes par jour, c'est largement suffisant. S'il se passe rien de très important, on va rien rater de fou. Encore moins si on se permet d'y aller un tout petit peu tous les jours. Là, clairement, toutes les stories, on peut les voir, tous les posts, ils vont pas disparaître, etc., etc. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment une bonne expérience vis-à-vis de ça. Ma copine, pour le coup, si je puis me permettre de faire un petit retour d'expérience en ce qui la concerne, elle a eu un peu de mal au début parce que ça lui arrivait de désactiver le truc. Et on en est arrivé au fait qu'elle est venue, et je l'ai même pas influencé pour ça, hein, on pourrait croire que être en couple avec Eric, ça doit être assez... ça doit mettre la pression, tu sais. Alors il y a probablement une forme de petite pression inconsciente, que je fais tout pour qu'elle ne soit pas là, et on en a déjà parlé. Mais elle est venue me dire de mettre un mot de passe sur son truc. Parce qu'elle avait du mal à se contrôler, et j'ai mis le mot de passe sur son application. Elle a fait que sur le téléphone, parce que c'est que le téléphone sur lequel elle avait du mal. Et j'en ai plus entendu parler. C'est-à-dire que son truc est toujours coincé, ça doit faire au moins 3 semaines là, que son truc est coincé tous les jours, sauf entre 17 et 22. Et du coup, elle n'utilise plus Instagram et Facebook, littéralement, parce qu'elle ne peut plus. Elle peut pas désactiver le truc. Peut-être que si t'éteins et que tu rallumes ton tel, ce que nous faisons jamais, hein, parce que tous les jours on recharge le tel. Moi, j'éteins jamais mon téléphone, je sais pas toi. Je sais pas si ça marche en vrai. Je sais pas. Peut-être que non, parce que dans un cas de désespoir, évidemment, elle m'écrit, je lui donne le mot de passe, tu vois, c'est bon. mais voilà, elle a décidé d'utiliser ça, j'en ai plus jamais entendu parler, donc ça fonctionne. Et elle est très satisfaite aussi. Et petit point bonus pour terminer ça, mon téléphone m'a fait remarquer dans son rapport que je passais moins de temps sur lui. Et ça, c'est pas nécessairement dommage, je remarque. Donc voilà, tout bénef. Franchement, pour l'instant, tout bénef, même si on est d'accord, je m'emballe peut-être un peu, ça fait seulement 2 semaines et demie. Mais voilà, très content. Et le piano, j'ai fait une petite modification du piano, une modification subtile. C'est qu'au lieu de faire 3 fois 20 minutes, j'ai décidé de faire 2 fois 30 minutes. Donc 30 minutes de piano, 2 fois dans la semaine. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, là j'ai eu un petit peu de mal à faire 3 fois. Je trouvais ça un tout petit peu oppressant. Figure-toi, je me suis senti un petit peu oppressé. Et donc j'ai décidé de réduire à 2 fois 30 au lieu de 3 fois 20. Donc techniquement, le minimum reste le même. Ce qui est quand même ce que je voulais. C'est entretenir mon piano, c'est pas y jouer tous les jours. C'est y jouer assez dans la semaine. Et étant donné qu'à chaque fois que je me posais devant, j'y jouais plus d'une demi-heure à chaque fois, je me suis dit, autant me mettre moins la pression d'y aller 3 fois et de juste y faire au moins 30 minutes 2 fois. Chose que j'ai appris, en fait, que j'ai confirmé avec la première expérience qui était que, ok, une fois que t'es devant, Eric, de toute façon, tu joues une demi-heure avec grand plaisir. Donc voilà. Et là, c'est la seule activité où j'ai raté. Je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à me remettre dedans. C'est-à-dire que la première semaine du 13 au 19 janvier, je n'ai pas joué au piano. Et je n'ai absolument aucune excuse, aucune excuse de ne pas l'avoir fait. Je n'ai pas joué au piano. J'ai procrastiné, je pense. Tous les jours, je me suis dit, demain. Ou j'ai même pas pensé. 1 ou 2 jours, j'y ai pas pensé alors que j'aurais dû. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu du mal à me remettre dedans un peu. Hein. J'ai coché toutes mes cases. J'ai fait un perfect partout, sauf le piano.
Première semaine, c'est foiré. Deuxième semaine, j'ai coché mes 2 cases. Et la troisième semaine, je suis en cours et j'ai l'intention de le faire. Et puis voilà, sinon j'ai gardé aussi la muscu et le cardio. Je continue de cocher mes petites cases, juste pour être sûr que je garde un certain équilibre. D'autant plus en ce moment, parce que là je cours beaucoup en ce moment, je cours 4 fois par semaine, de plus en plus. Comme j'en parle dans ma vidéo, ma nouvelle vidéo du coup, et j'essaie de faire attention à garder quand même 2 muscu par semaine minimum, parce que je fatigue quand même pas mal avec ces 4 courses à pied. Donc 2 ou 3 muscu par semaine, c'est très bien et ça me permet de garder ça en tête. Et donc voilà, pour conclure cela, je sais pas si tu as commencé ton tracker depuis, si ça a fini de t'inspirer à en faire un, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai beaucoup trop prononcé le mot tracker ces 2 dernières semaines dans ma vie. Donc là, je vais me calmer un peu, tu vois. On va arrêter d'en parler. On va continuer chacun de notre côté tout ça, comme je l'avais fait au début du coup. Mais avec plaisir, si tu veux laisser un feedback en commentaire sous la vidéo YouTube ou sous cet épisode sur Spotify, de qu'est-ce que tu as mis dans ton tracker, comment ça s'est passé, etc. Plusieurs personnes l'ont déjà fait parce que évidemment c'est un concept assez connu. Donc merci à ceux qui avaient déjà commenté la vidéo de la semaine dernière. Et puis voilà, qu'on continue à se motiver tous ensemble, à faire tout cela. S'il y a peut-être je le mentionnerai au détour d'une petite digression dans un prochain épisode. Si jamais j'ai fait des grosses modifs ou si j'ai complètement arrêté mon tracker après cette deuxième page de 6 semaines. On verra, ou j'en parlerai sur Instagram, on verra peut-être. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir écouté ces podcasts, j'espère qu'il t'a plu, que tu as trouvé de la valeur dedans, ou au moins du divertissement pendant ton sport, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en faisant du cardio. Pareil, j'adore écouter des podcasts en faisant du cardio. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller cocher ma case cardio, car j'ai un fractionné qui m'attend. Fractionné, je vais devoir aller faire des côtes. Donc voilà, d'ailleurs, justement, on me voit faire des côtes dans la vidéo qui est sortie. Donc voilà, dernier petit rappel, va sur la chaîne Eric Flag Off pour t'abonner, pour regarder la nouvelle vidéo, si t'as envie de me voir courir, souffrir et progresser dans cette nouvelle prépa. Code Eric Flag sur campus.coach pour les meilleurs programmes de course à pied, sur MyProtein pour les compléments alimentaires. Eh bien merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode en duo. Et je ne sais pas si ensuite je vais réussir à maintenir toutes les semaines, parce que là, ça va faire 6 de suite, et je sens que ça me contraint un tout petit peu pour les vidéos YouTube. Donc on verra, mais en tout cas, la semaine pro, nouvel épisode, duo, très sympa, très très cool, on va parler de plein de choses, on va parler calvitie notamment. Donc sois au rendez-vous. En attendant, travaille bien, prends soin de toi,